Yo beau gosse, Yo, comment tu vas? Tu m'entends bien? ça va très bien et toi? Ouais, je t'entends bien. Ok, super, pas de problème. Eh bah écoute, ça va super. On va pouvoir parler d'IA, on va pouvoir parler de BitTensor aujourd'hui. On est sur une période de marché qui, je pense, va changer parce que je pense que ça va se réveiller un petit peu. On est sorti des fêtes, Nouvel An et tout. Ça bouge de tous les côtés. En IA, on a Monero qui nous fait ATH sur ATH. Et toi, t'as pas lâché le sujet BitTensor. Franchement, tu as été précurseur sur le sujet et c'est vrai que moi, j'avais un certain scepticisme. Enfin, comment dire? Il y a eu le scepticisme d'il y a 2 ans où vraiment j'étais en mode ouais, bon, allez, les cryptos, IA, c'est bon, ça dégage. Après, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait, j'ai trouvé la proposition de valeur très intéressante, mais sans pour autant utiliser les services. Et là, maintenant que j'y mets beaucoup plus les mains, je me rends compte que là, c'est vraiment en train de changer, ne serait-ce que sur le subnet chute que tu as présenté plusieurs fois en vidéo, qui est en fait un subnet qui propose des prix extrêmement alléchants sur certains modèles. Je pense notamment à Minimax, à GLM 4.7, ce genre de choses. Ils ont les meilleurs prix de marché. Alors, pas les meilleures performances, mais pour ceux qui cherchent pas la performance à tout prix, mais qui veulent des requêtes pas chères, bah voilà, tu as une solution sur BitTensor qui est intéressante, donc très stylé. Toi, tu as toujours du TAO, tu es en recharge, comment tu gères ton bag actuellement? J'avoue que j'ai vu beaucoup de gens là dans les derniers mois, enfin la majorité en vrai du CTFR et compagnie dire qu'on entrait en beer. Et j'avais un peu l'impression d'être le seul à pas tout vendre. Donc je suis encore fortement exposé à BitTensor et au Subnet. Après, comme je répète souvent, c'est peut-être une erreur, hein. Mais non, je suis toujours exposé. J'investis toujours dans les Subnets. Et voilà, j'essaye d'augmenter mon bag en investissant dans les bons Subnets plutôt qu'en tradant, parce que c'est pas mon fort. Mais non, je crois toujours au fait que BitTensor puisse s'apprécier, on va dire, en 2026. Ok. Alors, ça va être l'occasion pour moi d'envoyer la première question. Le jeton BitTensor, j'en vois l'utilité en termes de récompense. J'en vois l'utilité pour monter des subnets. Mais est-ce que c'est pas un peu insuffisant, par contre, en termes de potentiel spéculatif, parce que tu paies pas des énormes frais de gaz, tu n'utilises pas énormément le jeton pour utiliser l'écosystème BitTensor? Alors, deux choses. Première chose, je crois que j'ai entendu dans un podcast il n'y a pas longtemps, c'est que aujourd'hui, BitTensor, c'est très centralisé. Tu as tous les validateurs, globalement, on va dire, qui sont gérés par la fondation. Mais c'est dans la roadmap 2026, peut-être max 2027, de décentraliser ça. Et du coup, forcément, ils pourront moins subventionner les frais de gaz. Donc, il y aura, enfin, ouais, ça coûtera plus cher de faire des transactions sur BitTensor. Donc, ils récolteront plus de frais. Mais outre ça, en vrai, ça, après, ce que j'ai envie de te dire, on s'en fiche. Pour moi, le, le gros argument qui pourrait aider le Tao à s'apprécier, c'est tout simplement que bah, si tu veux investir dans un subnet, tu es obligé d'acheter l'équivalent en Tao, en fait. Pour Ouais, bien sûr. t'exposer à un subnet, tu dois passer par du Tao. Ça veut dire que globalement, BitTensor, ça marchera si des subnets fonctionnent. S'il n'y a aucun des subnets BitTensor dans les prochaines années qui finissent par donner quelque chose de vraiment ultra concret, tu vois, encore plus mainstream que Chute et compagnie, si ça arrive jamais, bah, BitTensor aura échoué. Donc, dans tous les cas, on s'en fout, tu vois, du token. Mais du Clairement. coup, s'il y a vraiment, tu vois, un subnet qui arrive encore plus mainstream que Chute, ou quoi que ce soit, où les gens ils commencent à avoir BitTensor comme potentiellement un véhicule d'investissement intéressant sur le crypto IA ou sur un subnet en particulier, bah, tu es obligé d'acheter du Tao, en fait, tout simplement pour t'exposer à un subnet. Donc, BitTensor, le token Tao est corrélé un peu à la croissance des subnets, dans tous les cas. Yes. Alors, tu as des altcoins de subnet. Euh, Ils servent à quoi, ces jetons? Par exemple, le jeton chute sert à quoi? En gros, chaque subnet, chaque token de subnet, par défaut, ça va être un token de récompense qui va servir à rémunérer les mineurs, le subnet owner et les validateurs de chaque subnet. C'est un token de récompense, tout simplement. Et après, du coup, ça va être le rôle de chaque subnet owner, donc le subnet owner qui est, on va dire, le CEO de chaque subnet, de trouver des raisons dans l'idée d'apporter de la valeur à son token ou faire croire aux gens d'investir dans son token. Donc ça peut être par juste un bon narratif, par des promesses ou par des buybacks concrets. Tu vois, typiquement, tu me parlais de Chute. Chute, ils buyback 100% de leur token avec leurs revenus.
D'accord. C'est à chaque subnet de lui donner une utilité en soi. C'est pas BitTensor, le protocole, qui... Ok, très bien. Alors, première question de chat, un avis sur l'ASI Alliance. Alors, tu es peut-être un peu plus au fait que moi, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un échec complet. Ouais, globalement, c'est un échec. Je sais qu'il y a plusieurs mois, je suis pas ultra renseigné non plus, mais j'avais check en live il y a quelques mois. Il y avait des dramas comme quoi Ocean s'était barré de l'Alliance. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ASI sont un peu recentrés juste sur Fetch. Peut-être qu'il y a un ou deux projets adjacents, mais globalement, j'ai l'impression qu'ASI, c'est toujours Fetch qui supporte. Enfin, FetchAI, quoi. Parce qu'il y a toujours le token Fetch, le ticker Fetch, mais c'est un peu l'équivalent de FetchAI, quoi. T'investis dans ASI parce que t'investis dans FetchAI et pas tant dans une super alliance qui n'a pas donné grand-chose. Et j'ai l'impression que personne ne leur donne l'heure. Alors, ils sont un peu là sur des événements et tout. Pour les spéculateurs, il y a des gens qui juste misent sur le narratif, mais en tant que projet au singulier et au pluriel, j'ai l'impression que c'est un échec. Que ça ne sert à rien, finalement. Puis même ce qu'ils voulaient faire, j'ai l'impression dans l'Alliance, tu vois, c'était un peu avoir toutes les briques pour l'IA. Donc avec Fetch pour les agents IA, Kudos pour les GPU, Ocean, c'est quoi? C'est pour la donnée ou quoi? Typiquement, ça, BitTensor le fait en bien mieux. Tu vois, tu vas avoir un subnet BitTensor, tu peux facilement t'intégrer à Chute, qui est du compute, à Hippius, qui est du stockage de données. Ouais. Tu vois, et ça marche beaucoup mieux que la manière dont ils le font. Mais tu vois, Hippius, j'en ai découvert l'existence aujourd'hui au travers de ton avant-dernière vidéo. Je comprends pas leur pricing. Le pricing, il est complètement bullshit. C'est-à-dire, moi, j'ai 2 Tera chez Google. J'ai 2 Tera. Pourquoi ils disent que 2 Tera, ça coûte $266 par mois? C'est factuellement faux. Il y a sûrement, j'avoue que je peux pas te répondre là comme ça. J'ai pas la réponse ultime, mais je pense que si c'était du bullshit complet, qu'il n'y avait pas une justification à ça, à mon avis, des gens l'auraient relevé. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Après, c'est peut-être parce que t'as une redondance du stockage et c'est pas un système centralisé, je sais pas. C'est pas un truc avec le egress cost et tout, là, comme il y a au-dessus? Alors après, si, il y a ça, mais tu vois, ça augmente encore. Ouais, ça augmente, ouais. Écoute, très sincèrement, j'en sais rien. J'ai pas utilisé AWS, donc je peux pas te dire, mais là, naïvement, j'ai envie de te répondre que vu que c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup mis en avant, si c'était absolument n'importe quoi ce qu'ils affichaient comme pricing, je suppose que des gens l'auraient relevé, tu vois. Mais c'est intéressant. En vrai, ça m'intrigue. Je pense que je vais essayer de me renseigner. Parce que je crois qu'en plus, un des founders de Hippius est français. Ok. Donc désolé s'il y a non-maîtrise du sujet, mais c'est juste que j'ai survolé un petit peu. En fait, j'ai regardé ta vidéo BitTensor en 10 minutes, qui est superbe, accessoirement. Et pourquoi je suis bullish sur BitTensor. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Victor, parce que là, c'est vrai que je fais ma petite émission comme si tout le monde le connaissait, mais voilà, c'est un créateur de contenu qui s'est spécialisé sur l'écosystème BitTensor principalement et qui couvre très bien l'ensemble des subnets de façon assez macro. Et il y a des subnets que je comprends, c'est le cas de Chute. En fait, Chute, c'est un chatbot et en même temps, c'est une plateforme d'inférence. Donc, je vais vous montrer un exemple, ça va être très simple. On va aller sur OpenRouter. Alors, OpenRouter, qu'est-ce que c'est? C'est un service en ligne qui vous permet d'accéder au modèle IA de votre choix. Donc, vous choisissez un modèle, par exemple Minimax M2.1, qui a pas mal la cote en ce moment. Et ensuite, vous voyez, OpenRouter va vous proposer différents providers avec différents prix. Donc, en premier, il y a toujours Chute, parce qu'en général, Chute essaie d'être le moins cher. Alors, c'est pas toujours vrai, il peut y avoir des petites différences, mais en général, ils sont les moins chers. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les prix en IA, vous avez donc le contexte, c'est-à-dire le nombre de mots que vous allez pouvoir balancer en entrée. Ensuite, contexte en sortie. Ensuite, au niveau des prix. Donc, le prix, c'est plus vous allez envoyer de mots, plus ça va coûter cher. Donc, ce que fait OpenRouter, c'est tout simplement agréger différents providers avec différents prix. Et quand vous prenez des modèles, vous pouvez voir que Chute est généralement le plus compétitif. Et d'ailleurs, quand vous cliquez sur Chute, vous voyez l'URL ici, on a Provider Chute. Vous pouvez voir en fait quels sont les modèles les plus utilisés. Et vous pouvez voir que sur Chute, c'est DeepSeek R1 T2 Chimera qui ressort,
qui a en fait un mélange de DeepSeek R1 et d'autres modèles plus optimisés. Voilà, plus optimisé en termes de temps de réponse, plus optimisé sur plusieurs métriques. Voilà, tu as beaucoup de DeepSeek. Après, tu as Kimi, c'est un autre modèle chinois, et voilà. Donc, il semblerait que le marché chinois, parce que, voilà, hein, bon, tu as Devstral, c'est Mistral, hein, il semblerait que le marché chinois a l'air de bien aimer. Chut. Bah, c'est surtout que c'est les modèles open source qui sont majoritairement utilisés. Et puis, vu que Schütz met à disposition que des modèles open source, mais ouais, tu as raison de le relever. C'est surtout DeepSeek. Et depuis le début, c'est majoritairement les modèles de DeepSeek qui sont en top utilisation. Et ouais, sur OpenRouter, je crois qu'ils n'ont pas de classement. Mais en gros, si tu regardes un par un, entre guillemets, tous les fournisseurs, t'as un truc qui permet de comparer. Non, ça compare les modes. Ouais, ça compare tous les modèles. Mais je voulais dire en termes de fournisseurs d'inférence. Donc, tu as Schütz, c'est OpenRouter. Donc, ils en agrègent plein. Et il y a quelques semaines, Schütz, c'était le premier fournisseur d'inférence en termes de tokens traités par jour. Parmi, tu as tous les Deep Infra, Novita, etc. D'accord. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, Deep Infra est peut-être passé un peu devant. Je vais pas regarder récemment. Ouais, c'est possible. Mais globalement, voilà, il y a quelques semaines encore, c'était les premiers sur OpenRouter. Et c'est intéressant parce que tu parles de ça aussi. Donc, le rapport n'est pas ultra récent, il date de septembre. Mais tu as quand même des services, donc des subnets sur BitTensor qui font du fric. On a Schütz. Donc, AR, c'est quoi? ARR, c'est le revenu annualisé, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, du coup, là, les trois subnets qu'il y a là, donc c'est les trois subnets de compute, donc qui ont le service le plus facile à monétiser. C'est pour ça que c'est les trois subnets aujourd'hui qui font le plus d'argent. Aujourd'hui, Schütz, ça a peut-être un peu augmenté. On est peut-être à 5-6 de ARR, mais on n'est pas à plus de 10. Hein. Globalement, il n'y a pas eu une augmentation drastique depuis ce poste. Mais globalement, ouais, c'est ça. On est entre 5 et 10 millions d'ARR pour les trois plus gros subnets de compute sur BitTensor. Donc, de ce que je comprends en lisant ça, Targon, ils vont plutôt se spécialiser dans des cartes graphiques très puissantes. Ouais, et puis c'est... Et Schütz, ça va être toutes sortes de cartes graphiques, quoi. C'est ça. Après, leur autre différenciation aussi, surtout, c'est en termes de à qui ils s'adressent. Tu vois, Schütz, ça va être un peu n'importe qui, au grand public, on va dire. Tu vois, tu peux être un petit dev avec ta petite application IA et tu viens les voir. Alors que Targon, ils vont plus focus, tu vois, les 10 millions, ça va plus être des partenariats avec des entreprises. Donc, tu vois, Schütz, ils ont un dashboard où tu peux vraiment voir tous les buybacks, les voir, en tout cas, ils les affichent. Et Targon, c'est un peu plus opaque parce que justement, ça c'est des... je ne l'ai pas vu, ce dashboard. Je pense qu'il est mis en évidence. Ouais, tu vas dans Get Started, je pense, en haut à droite. Tout en haut à droite, ouais. Ouais. Tu vas dans Statistics, l'onglet tout à droite, c'est ça. Et après, tu as Payments. Donc là, tu as l'utilisation, déjà, si tu veux voir. Et là, dans ta... Donc, ok, stylé. Dans Payment, tu as le... Ils sont très, très transparents là-dessus. Et, ok. Et si tu mets le curseur, là, tu peux voir la courbe verte, violette et tout, à quoi ça correspond. Tu vois, ça peut être le pay as you go. Pay as you go. Ouais, c'est ça. Ok, et après, niveau buyback, tu dis c'est 100% du coup? C'est 100%. C'est un peu compliqué à avoir on-chain parce que pour chaque client, tu vois, qui paye, ils doivent créer un nouveau wallet, etc. Donc, il me semble que c'est un peu compliqué à traquer on-chain, mais il me semble bien que c'est ce qu'ils font. Ouais. 100% des revenus sont utilisés pour buyback. Je vais regarder ça. Mais pour l'instant, en gros, tu vois, faut savoir que c'est pas que de la pression acheteuse, du coup. Enfin, c'est de la pression acheteuse, mais ils ont aussi les mineurs à payer. Tu vois, dans chaque subnet, tu as les mineurs qui sont un peu les ingénieurs en IA. Tu dois payer, et les mineurs, surtout sur des subnets comme Schütz, où ils ont des coûts de compute à compenser, ils sont obligés de vendre. Donc, tu as une pression vendeuse des mineurs. Ah bah oui. Et aujourd'hui, si tu mets à les deux, donc si tu mets les deux face à face, les revenus que génère Schütz face à ce que coûtent les mineurs, à ce que vendent les mineurs par mois, les revenus ne dépassent pas encore ce que vendent les mineurs s'ils vendent 100% de leurs émissions. Après, c'est normal, tu vois, ça reste une startup d'IA qui a même pas un an. C'est intéressant. C'est intéressant. Parce que s'ils arrivent à faire quelques millions à l'année, tu peux rationaliser ça un peu comme une entreprise, en fait, hein, typiquement. Hein. Ouais. Après, il faut qu'ils arrivent à donner un peu plus d'utilité à leurs jetons. Leurs jetons, globalement, c'est ça, c'est que indirectement, tu payes pour l'utilisation de Schütz parce que tout ce que les clients, quand un client il paye 10 balles pour avoir les services de Schütz, ces 10 balles, ils vont être utilisés pour buyback le token. Donc, c'est comme si les clients, utilisaient le token Schütz pour avoir accès au service. C'est juste qu'ils font en sorte que ça soit abstrait
pour pas que les gens aient à s'y connaître en crypto pour utiliser leur plateforme. Mhm. Mhm. Non, mais c'est vraiment stylé. Je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, pourquoi je prends du temps de parler de ça avec Victor, c'est que pour une fois, on a un truc qui sert à quelque chose. Rendez-vous compte, on a brassé tellement de vent sur ce marché crypto que pour une fois, on a quelque chose qui sert à quelque chose. Et hors finance, on a du stockage, on a donc Ilium, c'est de l'agrégation de computing. c'est ça, Voilà, Ilium, c'est tu loues des GPU pour louer des GPU. C'est lium.io, je crois. Ouais, tu loues des GPU, donc voilà, imaginons vous devez faire un calcul spécifique, entraîner une IA, faire du calcul 3D, peu importe, vous pouvez louer des GPU, et puis potentiellement, peut-être que vous avez déjà une infra, mais qui manque de quelques GPU pour faire tourner certains modèles, et ben vous pouvez rajouter vos GPU à votre infra en passant par des services comme Exolabs ou Parallax. Donc on commence à comprendre cet intérêt, la décentralisation. Mais moi, c'est vraiment Chute qui m'a le plus choqué. Parce que le fait qu'il soit listé sur OpenRouter et qu'il ressorte à chaque fois, je trouve ça ouf. Franchement, je trouve ça ouf. Il y a Et en Targon plus aussi de sur ça, OpenRouter, il me semble. Ils sont moins bien classés que Chutes, mais Targon aussi. Ah ouais? Attends. Non. Non, Non, il n'y a pas. bizarre, attends. Non, il n'y a pas. OpenRouter, Targon, hein. Non. Visiblement, non. Ils l'ont peut-être fait sauter. Ok, c'est pas grave. Bizarre. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas là pour la masterclass et Analysis, on est en train de passer une étape où l'IA open source devient extrêmement performante. Là, récemment, il y a quelques modèles qui sont de plus en plus abordables qui sont arrivés. On a GLM 4.7, qui est très bon. On a DeepSeek, qu'on connaît bien, V3.2, qui est très bon. D'ailleurs, il y a la V4 qui va sortir le mois prochain. Et tu as Mimo V2 Flash de Xiaomi aussi. Et Mimo V2 Flash, carrément, j'ai vu ça sur OpenRouter, il offre carrément l'usage. Ouais. Tu vois, c'est... Chutes, ce qu'ils ont fait beaucoup au début pour justement essayer de bootstrap une demande, c'était de mettre tous leurs modèles payants. Tu peux le voir sur le dashboard de Chutes, le moment où ils ont commencé à rendre leurs modèles payants, justement, une partie en tout cas, parce que ça, tu vas dans Network Stats sur l'onglet à gauche, juste en dessous. Voilà. Ouais. Une fois que ça s'affiche, une fois que c'est affiché, tu vas. T'inquiète, ça patine. Tu regardes pas sur les 3 derniers mois, tu regardes genre depuis le début, c'est sur la time period là, le time. Alors, remonte parce que là c'est la output steps, enfin c'est moins parlant. Au-dessus, ouais, là sur les last. Les tokens. Et là tu peux voir vers juin, juillet, donc ça y a une montée progressive jusqu'à juin, juillet là, ouais c'est ça. Et là à partir de là où tu as le curseur, ils ont commencé à rendre leur modèle payant, donc tu as eu une chute de l'utilisation, forcément c'était à prévoir. Mais tu vois que malgré le fait d'avoir remis leur service payant, ils sont un peu en dessous de leur ATH, mais ils arrivent à maintenir une demande assez stable depuis plusieurs mois maintenant. Ils sont perma à plus de 100 milliards de tokens par jour. Et là, mec, je te le dis, hein, parce que je fais du vibe coding, GLM 4.7, c'est une dinguerie. Il faudra que je teste. C'est giga dinguerie. Mais ouais, c'est spécifiquement sur les vibe coding qui sont bons. Bah, même en général, mais c'est juste que déjà, tu veux tester le modèle, il déboîte. Regarde, je vous fais une démo en 2 secondes. Il faudra que tu testes le produit du Sonnet Ridge quand il sortira. Alors, tu seras bien placé pour avoir un avis dessus. Juste pour que vous voyez un peu la folie furieuse que c'est, on va aller sur le terrain de jeu de Cerebra. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Cerebra, c'est une boîte américaine qui arrive à proposer des très bonnes performances en sortie. Alors imaginons, pour le délire, je veux faire un dashboard pour lister les subnets. BitTensor, propose-moi un plan. T'es prêt? J'appuie sur Entrée. Hein. Ouais, c'est rapide en plus. C'est ultra rapide. Tu vas utiliser l'API publique. Ensuite, il nous propose des indexeurs, d'une analytics ou subquery. Il nous propose une infra. Donc, de toute façon, Python. Hein, BitTensor, c'est beaucoup de Python. Voilà. Il nous propose de la DB, soit Postgre, soit Mango. C'est une dinguerie, GLM. Ah, c'est marrant. En fait, c'est quasiment au niveau de Claude. Ok. Sauf que regarde les prix au million de tokens.
Claude, t'es à En 6 soi, dollars ouais, le million de ça tokens. m'étonne pas. Ouais. Et Ça les rejoint un peu Chinois, la t'es en thèse dessous du de dollar. BitTensor aussi, quoi. C'est que l'open source finira par être équivalent aux meilleurs modèles centralisés, voire les dépasser, et tout en proposant des coûts inférieurs, quoi. Ouais. Et surtout, Alpha, pour ceux qui nous écoutent, en live ou en différé sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Là, on nous annonce 90 centimes sur GLM 4.7 au million de tokens. Tu retiens, hein, 90 centimes. Mhm. Eh bien, allons sur chute. Ouais, c'était 30 centimes, non? 27 centimes. Je me le suis noté. Je ne suis pas galéré en live, c'est bon. GLM, chute, voilà, c'est chute/app. Vous pouvez sélectionner le modèle. On est à 40 centimes en entrée, 1,5 $ en sortie. Donc c'est ridicule. Et quand on va par exemple sur OpenRouter, qu'on tape GLM 4.7, encore une fois, hein, différence de provider, on a le même prix que certains en entrée, par contre en sortie on est meilleur. Par contre, de toute façon, ouais, ils essayent toujours de se démarquer sur les modèles importants. Par contre, attention, plus de latence. Donc la latence, c'est le temps de traitement de la requête. Et une bande passante qui n'est pas terrible. Et ça, pour moi, c'est red flag. Pour moi, c'est mort. Mais, faut noter aussi la précision. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, en fonction des modèles, il y a de plus ou moins de précision. Plus vous êtes sur un haut niveau de précision, plus votre modèle va avoir des réponses qualitatives, mais ça va nécessiter plus de puissance de calcul. Donc, en général, des cartes graphiques avec plus de VRAM, plus de puissance. Et c'est pour ça que le comparatif, il n'est pas tout à fait honnête, parce qu'en réalité, chute est lent, certes, mais il vous propose des réponses top qualité. Alors que quand tu regardes les concurrents, ils sont soit en FP8, soit en FP4. Ah, c'est intéressant, ça, je savais pas. Voilà. Donc, du coup, si tu te mets en sort by quantization, bah forcément, chute, il sort. Donc, tu as des solutions avec des bandes passantes meilleures, comme Silicon Flow ou GMI Cloud, mais tu es en FP8, tu n'es pas en FP16. Donc, c'est un arbitrage, ça aussi. C'est un arbitrage à faire. Quand vous parlez des prix de tokens sur ces services, vous êtes sûr qu'un token est équivalent à un autre d'une boîte et permet de faire la même chose? J'ai pas compris ta question. Quand on parle de tokens ici, c'est pas des tokens de crypto-monnaie. Hein. Là, on parle pas de crypto-monnaie. Un token, c'est un mot. Quand tu poses une question à ChatGPT, tu écris des mots. Ces mots, en fait, ils sont convertis en tokens. D'accord? Et quand tu utilises des services en ligne où tu fais appel à des IA, tu payes en tokens, au million de tokens. Donc ça n'a rien à voir avec les tokens de crypto-monnaie, si jamais. Sur le papier, Gemini 3 est presque aussi cher pour un résultat meilleur. Alors, il faut faire gaffe au benchmark. Gemini est très bon sur des questions générales, mais je le trouve pas exceptionnel sur du code, personnellement. Enfin, il est très bon en design, mais pour du code pur et dur en back-end, je le trouve moins bon que Claude, et je le trouve LM 4.7. Donc reprenons ce qu'on faisait. On était en train de parler de chute, de comparaison. Ouais, je voulais enchaîner, je crois, sur d'autres questions, sur d'autres subnets. Donc on a Affine. C'est quoi? C'est une solution d'interopérabilité cross-subnet, c'est ça? En quelque sorte. Alors, pas du tout. J'avoue que c'est un gros subnet sur lequel je me suis pas assez renseigné encore, mais en gros, c'est le subnet tout simplement de Const, le fondateur de BitTensor. Et de ce que j'ai compris, c'est un subnet qui travaille dans les environnements de reinforcement learning. Ok, c'est le futur. Donc oui, tu vois, c'est un truc très technique et tout. Mais je crois que tu peux avoir un dashboard. Affine Foundation, c'est ça? Tu partages plus ton écran là. Ah, pardon. Tout à l'heure, je partageais pas l'écran. Je corrige ça tout de suite. Excusez-moi. Le truc, c'est qu'il s'en fout un peu de tout ce qui est son branding et tout, mais il a un dashboard. Bon, après, le dashboard, faut connaître. Faut connaître un peu BitTensor et de quoi ça. Il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, Affine Cortex, donc spécialisé dans l'apprentissage par renforcement. Ouais, apparemment, c'est la nouvelle tendance pour améliorer les résultats d'une IA. Parce qu'en fait, là, tu vois, jusqu'à présent, il y a eu des gros progrès en IA parce qu'on mettait de plus en plus de données et on réglait de mieux en mieux les paramètres. Sauf que là, on arrive à un espèce de plateau où on a quasiment scrappé toutes les données disponibles sur Internet. Tu vois, il y a encore quelques années, et c'est bon, on aura balancé toutes les données. Donc maintenant, il faut trouver des moyens
pour que tu n'aies pas de déperdition de la qualité des réponses en tweakant ou en ajoutant des biais au modèle de sorte à ce que le modèle aille plutôt dans la bonne direction. C'est ça que je comprends avec l'apprentissage par renforcement. Donc voilà, c'est une nouvelle tendance pour améliorer la qualité des réponses, parce que tu sais, des fois tu poses une question à l'IA, si ta question elle est un peu niche ou si elle est un petit peu vague, il va te répondre quelque chose, mais il va te répondre de la merde. Donc c'est pour éviter qu'il te réponde de la merde, tout simplement. Ouais, je t'ai envoyé le lien dans le private chat de leur dashboard. Ouais. Et oui, globalement, c'est ça. Leur subnet, il doit inciter les mineurs à créer les meilleurs environnements de reinforcement learning. Et c'est pour ça, en gros, quand tu dis ils travaillent sur l'interopérabilité, c'est parce que potentiellement leur solution peut avoir des liens avec un peu tous les subnets. Tu vois, ils peuvent utiliser Chute, utiliser les GPU de Targon. Potentiellement, après leurs outputs, ils pourront être utilisés par d'autres subnets comme Bridge, etc. En tout cas, ouais, gros focus sur le modèle GPT-OS 120. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que c'est un modèle extrêmement puissant d'OpenAI, open source, du coup. Alors, il faut un peu de hardware pour le faire tourner, mais pas non plus énorme. Et tu vois qu'en termes de bande passante, il arrache tout le monde. Donc, tu as des très bons résultats, tu as des réponses extrêmement rapides. Tu vois, ce qu'on appelle le nombre de tokens par seconde, bah, en fait, c'est la capacité d'un robot à te cracher du texte très vite, quoi. Tu appuies sur Entrée, il te fait une réponse très vite. Alors, par contre, ce benchmark est un peu faussé parce que Cerebra est capable de proposer plus de 1000 tokens par seconde sur ce type d'infra. Mais comme je pense qu'ils ne bossent pas avec Cerebra et qu'ils font un peu d'affiliation, je pense qu'ils mettent juste les performances de leurs partenaires. Mais voilà, GPT-OSS, très bon. Très, très bon. Du coup, continuons. Est-ce que tu as des subnets chouchou et pourquoi ? Bah, un subnet qui pourrait te parler, que j'aime bien, que tout le monde aime bien sur BitTensor, c'est Ridge. Ouais. En gros, globalement, tu parles de vibe coding. Eux, ils incitent les mineurs sur leurs subnets à afficher, à avoir les meilleurs scores sur les benchmarks de code bien connus. On avait une petite discussion sur Twitter à ce propos. Et d'après certains résultats, ils affichaient des meilleures performances que Anthropic sur le SWE Bench, sur le langage Python, il me semble. Et là, en ce moment, ils sont en train de construire leur produit qui est encore en bêta. Mais ça devrait pas trop tarder. Tu vois, dans le dernier tweet, ils disaient qu'ils allaient annoncer dans 2 semaines la plus grosse annonce depuis le lancement de leur subnet. J'ose espérer que c'est le lancement, la V1 de leur produit. Globalement, c'est ce qu'on attend. Mais du coup, ce subnet travaille concrètement sur un concurrent de Cloud Code. Donc, ouais, de Cloud Code et de Cursor, du coup. Ouais, un espèce de... Soit ça va être une extension pour Visual Studio Code, soit un fork de Studio Code, soit autre chose. Parce que dans Cursor, un premier temps, ils travaillent sur une extension. Mais après, peut-être qu'ils font un fork. Mais... Alors, pour ceux qui ne comprennent pas nécessairement quand on parle d'extension, tant qu'à faire, je vais vous montrer ça en temps réel. Donc, vous voyez, ici, j'ai mon projet. D'accord ? J'ai mon projet. Donc, vous avez mon explorateur de fichiers avec tous les fichiers de mon projet. Ensuite, si je clique sur l'un d'entre eux, je vais avoir le code de mon projet. Je vais le mettre ici. Alors ensuite, à droite, je peux avoir différents chatbots. Donc, par défaut, vous avez Microsoft Copilot, parce que Visual Studio Code, c'est un produit Microsoft, qui est open source, qui peut être forké et tout. Mais ils ont mis de la suite Microsoft. Moi, je ne m'en sers pas nécessairement. Ensuite, j'ai mis mon extension Cloud Code, donc c'est pas par défaut, c'est-à-dire que vous avez une marketplace où vous pouvez installer des extensions, comme des extensions Chrome en fait, comme des plugins. Donc Cloud, je l'ai rajouté. Ça, par exemple, RooCode, c'est une autre extension. C'est un autre produit type chatbot où je peux connecter des modèles. Donc en l'occurrence, j'ai connecté El Famoso GLM 4.7. Je pose mes questions à l'IA, il me répond, il gère mon code et tout. Et donc là, ce que va faire Ridge, visiblement, ce serait une autre extension. Probablement pour Visual Studio. Il me semble que c'est ça, en tout cas, ce qu'ils voulaient faire au début. Vous allez l'installer, et puis ça va être connecté directement, j'imagine, à des modèles à eux, ou alors ça va tourner sur Chute, peu importe, et ça va passer par l'infra BitTensor. Donc petit à petit, l'IA décentralisée fait son nid en fait. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Alors maintenant, la question c'est est-ce que ça va profiter au subnet et du coup, est-ce que ça va profiter à BitTensor ? Ça, c'est la question. C'est-à-dire que l'utilité... Vas-y. Vas-y.
Non, j'allais Tu peux y dire, aller. oui, d'une part au Subnet, mais de manière générale, c'est bien beau d'avoir d'afficher des scores de fou sur un benchmark, mais derrière, si le produit ne suit pas, ça sert à rien, en fait. Tu vois, benchmark, C'est c'est pas parce ça. que tu es bon sur un benchmark, tu seras bon dans la réalité, dans des environnements, dans des conditions réelles. Euh, mais après, voilà, c'est la grosse force de BitTensor. C'est pourquoi ils arrivent à ça. C'est parce que ils organisent des genres de compétitions de machine learning. Et la puissance de BitTensor, c'est que le postulat, c'est un peu que en organisant une compétition décentralisée à travers le monde, en laissant une compétition ouverte à n'importe qui à travers la planète, bah, tu arriveras plus vite à des résultats plus performants qu'une boîte centralisée, même s'ils ont des cracks en IA. Bah, le fait qu'ils soient limités par les quelques personnes qu'ils ont en interne, euh, ça fait qu'ils innoveront moins vite, tu vois, ils sont pas 7 jours sur 7, et que tu des gars à travers le monde qui, grâce à la compétition, le fait que ce soit open source, qui puissent utiliser les modèles les plus puissants pour essayer d'en faire un encore plus puissant, etc. C'est ça qui a conduit Ridge en à peine quelques mois à battre Anthropic sur le benchmark où ils sont un peu censés être les meilleurs du marché, quoi. Ouais. Bon, depuis, il y a eu des nouveaux produits anthropiques, mais ça évolue vachement bien. Et Ouais, en plus, le truc, c'est que jusqu'à présent, il y avait cette problématique où la latence ajoutée par un système décentralisé faisait que c'était pas forcément très viable. Voilà. Sauf qu'il y a des nouveaux travaux qui sont sortis. Encore un très très récemment, tu vois, ça date du 9 ouais. janvier. Ouais, c'est Templar, Où, ça. ouais, tout à fait. Pour la faire très court, tu peux avoir des clusters de cartes graphiques qui fonctionnent entre elles à distance. Et ils arrivent à partager une tâche, par exemple, sur un cluster. Donc, comment dire? C'est comme si je vous disais, j'ai plein de machines chez moi, et Victor, il a plein de machines chez lui, et puis CryptoPixel, par exemple, il a plein de machines chez lui. Moi, je lance le projet. J'entraîne un modèle d'IA. Voilà, je crée mon propre modèle, où je pars d'un modèle, et puis je l'entraîne pour rajouter un biais, reparamétrer, bon, peu importe. Et j'ai besoin de plus de puissance. Et j'ai besoin de partager des données entre mon parc informatique et celui de Victor, par exemple. Donc il y a une nouvelle problématique, en plus de la puissance des cartes graphiques, c'est le réseau. C'est que mes données, elles vont faire le yo-yo entre chez moi et le parc informatique de Victor. Donc en fait, ils ont développé des technologies pour réduire fois 200, je crois, ou fois 500 le besoin de bande passante réseau pour faire tourner l'information. Ce Ouais. qui fait que Je petit peux à si je petit, peux ajouter un tout petit peu plus de contexte, ouais, peut-être pour ceux qui sont moins crack là-dedans, c'est qu'en gros, de base, un modèle d'IA, tu vois, il va être entraîné de façon centralisée, donc tous les GPU sont dans un même data center, donc il n'y a pas de souci de latence parce que les GPU sont tous interconnectés. Et là, l'idée avec l'entraînement décentralisé, la grosse problématique, c'est que bah, un GPU qui est en Afrique, un GPU qui est en Europe, tu vas avoir énormément de latence entre ces GPU, et pour qu'ils communiquent, bah, du coup, tu as des problématiques voilà, de bande passante, de flux de données. Et donc, ce que font tous ces projets, ce dont parle Capet, c'est une technologie de compression pour, entre guillemets, réduire le problème du fait que ces GPU sont hyper éloignés et réussir à pallier à ça pour qu'ils communiquent efficacement. c'est ça. C'est ça. Et surtout, voilà, tu peux avoir des cartes graphiques RTX 4090 d'un côté, des H100 d'un autre, des H200 d'un C'est ça. autre. Il y a Tu un peux coup, tu tout as un mélanger, GPU quoi. qui se déconnecte, faut arriver à gérer avec ça et tout. Et ouais, tu as pas mal de projets. Des projets dont j'ai pas mal parlé, donc des Prime Intellect, je vois que tu as Hugo qui en parle dans le chat, Mm. et Nous Research, mais aussi sur BitTensor. Donc tu as deux subnets principalement qui travaillent là-dessus, mais surtout Templar. Après, si on a le temps, on Ouais. pourra reparler d'un autre qui pourrait te plaire aussi. Mais c'est majoritairement Templar qui est le projet Web3 de manière générale qui est allé le plus loin dans l'entraînement de modèles décentralisés. Parce qu'ils ont, Ouais. là, il y a quelques semaines, fini l'entraînement d'un modèle de 72 milliards de paramètres. C'est pas le modèle de l'année, mais il est pas dégueulasse non plus. Et c'est un début, quoi. C'est un début. Et c'est prometteur c'est très prometteur parce qu'il y a encore 2 ans, tu vois, c'était impensable d'arriver à entraîner un modèle de façon distribuée. Dans les 2 dernières années, tu avais de plus en plus de papiers qui sont sortis de la part de Nous Research, Prime Intellect, Templar et compagnie. Et maintenant, on commence à en voir le bout. On se dit que potentiellement, ouais, d'ici peut-être 1 ou 2 ans ou 3 ans, on arrivera peut-être à faire des SOTA modèles de façon entraînée de façon distribuée. Ouais. Donc, si jamais SOTA modèle, c'est modèles state of the art, c'est-à-dire des modèles qui sont suffisamment performants pour être utilisés au quotidien. Parce que jusqu'à présent,
En fait, c'est ça. C'est que vous utilisez ChatGPT, on vous dit ouais, c'est bien, tu devrais essayer, puis tu testes autre chose, tu vois que c'est vraiment puant, et en fait, tu dis bon, bah, je vais rester sur ChatGPT, quoi. Sauf que là, petit à petit, on commence à avoir des modèles open source très performants, et ça ne fait que continuer. Alors, je vais retrouver. Normalement, j'ai une donnée par rapport à ça. Putain, c'est le bordel, leur site. Hein. Désolé si je scrolle à mort. Je vais aller dans Open Source, pardon. En fait, il faut que j'aille dans l'onglet Open Source. Donc, si jamais tu connaissais peut-être pas, tu vas sur artificialanalysis.ai, tu vas dans Modèle Open Source, comme ceci. Donc, tu vas voir, en fait, du coup, un benchmark spécifique au modèle open source, où tu vois le fameux 4.7, DeepSeek, Minimax. Donc, ça s'améliore. Et quand tu scrolles un petit peu, tu peux voir déjà ça, c'est-à-dire la capacité intellectuelle des modèles open source versus modèles non open source. Où tu vois en fait que, mine de rien, le bleu, ça évolue bien. Hein. Ouais, il rattrape bien. C'est en retrait par rapport au noir, on est bien d'accord. Mais ce que tu as aujourd'hui en open source, en fin 2025, tu l'avais en mi-2025 sur non open source. Donc tu as 6 mois de retard. Alors qu'à l'époque, tu avais plutôt 1 an et demi. Donc petit à petit, ça se rattrape. Et en fait, pourquoi ça se rattrape ? Parce qu'on commence à tellement bien optimiser les modèles que tu n'as pas besoin d'avoir des modèles extrêmement volumineux sur des parcs informatiques extrêmement puissants. Tu as juste besoin des modèles extrêmement bien pensés. Et c'est DeepSeek qui a débloqué tout ça. Hein. Ouais, clairement. Parce que, pour vous donner un petit peu de contexte, en fait, là où les Américains, ils ont fait très fort, c'est que ils ont été avant-gardistes d'une part. Comme ils avaient Google, Facebook et compagnie, et que ça faisait qu'absorber des grosses quantités de données sans vraiment vous demander votre consentement, du coup, ils avaient beaucoup de choses pour entraîner les modèles. Et en plus de ça, ils avaient des parcs informatiques gigantesques. Ensuite, qu'on se le dise, c'est Nvidia qui a un petit peu centralisé, monopolisé l'intérêt autour des cartes graphiques pour faire tourner de l'intelligence artificielle. Et le truc, c'est que les Américains, comme ils veulent garder leur lead sur l'intelligence artificielle, ils ont contrôlé les ventes de cartes graphiques aux Russes, aux Chinois, etc., pour garder le lead. Donc du coup, ce qu'ont fait les Chinois, c'est que comme les Chinois, ils ont cette problématique de ne pas pouvoir avoir autant de cartes graphiques qu'ils peuvent, donc même s'ils ont budget illimité pour le hardware, ils ne peuvent pas l'avoir sur hardware. Donc ils sont obligés de dépenser le budget dans autre chose. Et du coup, cette autre chose, c'est quoi ? C'est le software, c'est le logiciel. Et c'est là où DeepSeek a fait très très fort, parce qu'ils ont réussi à réinventer un petit peu comment étaient gérés les modèles, de sorte à avoir des résultats extrêmement bons avec beaucoup moins de puissance de calcul. Et depuis, tout le monde se base sur les travaux de DeepSeek et d'autres hyperparamètres pour optimiser les résultats, tout simplement. Et c'est justement ça que je voulais vous montrer, c'est la taille des modèles et leur intelligence. Et tu vois qu'il y a encore pas si longtemps, on va se mettre à partir d'ici, tu avais les modèles extrêmement volumineux, donc anciens, qui étaient largement plus intelligents que les modèles moins volumineux. Et depuis récemment, on se rend compte que des modèles qui ne sont pas si volumineux que ça, donc des modèles qui tournent littéralement sur une seule carte graphique. Hein. Je pense à GPT-OSS 20B. Donc 20B, c'est 20 milliards de paramètres. Ça tourne sur une RTX 4060 Ti 16 Go. Ça tourne sur une carte graphique à moins de 800 € pièce. Et ça fait les mêmes résultats que des gigamodèles qui tournaient sur des ChatGPT et compagnie il y a 1 an. Alors qu'il y a encore peu, j'avais l'impression que la thèse un peu généralisée, c'était que pour avoir un meilleur modèle, il fallait qu'il soit plus gros, sans arrêt plus gros, et au final, on se rend compte que pas forcément. C'est pas vrai. Par contre, tu vois, dès que ça commence à dégainer des petits modèles un peu trop puissants par rapport aux gros modèles, ils se font plaisir et ils envoient des modèles qui sont absolument aberrants. De toute façon, tu l'as vu là. On a eu Gemini 3, on a eu Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.5. Grok est très bon aussi. Hein, l'IA d'Elon Musk est très bonne en réalité. Donc en fait, voilà, c'est une espèce de course à la puissance. Et tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça dégaine des nouveaux trucs de fou. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi les Chinois qui se pointent, quoi. Là, en l'espace de très peu de temps, on a GLM, on a Mimo V2 Flash, on a Kimi.
Kimi, on en parle moins, mais c'est vrai que Kimi est pas mal aussi. Et en plus de ça, c'est bien parce qu'on a des biais différents. Parce que quand vous posez des questions à des modèles de Google ou des modèles Anthropic ou ChatGPT et tout, tu as un peu les mêmes filtres, les mêmes censures, les mêmes biais. Quand tu poses des questions à des modèles chinois, tu as quand même des réponses qui sont parfois assez différentes. Et c'est bien parce que du coup, tu peux prompter tes mêmes questions à différents modèles et mettre en comparaison les réponses. Donc pour de la création, c'est vachement bien aussi. Ouais. Donc revenons sur les subnets. Voilà, je me permets d'être très, très verbeux dans tout ce qui se passe parce qu'en fait, ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre tout ça. Et tant que tu n'es pas dans la pratique, en fait, tu prends l'information sur les réseaux sociaux, mais tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Et là, comme je m'amuse à faire plein de projets à gauche, à droite, je me rattrape beaucoup et je vous transmets un peu ce que je comprends. Donc tu m'as parlé je pense de que c'est une très bonne synthèse, ouais. En subnet, j'ai vu dans le chat un subnet qui pourrait te parler, donc quelqu'un a parlé dans le chat, c'est le subnet 17 404 Gen. En gros, c'est un subnet qui font de la, ouais, c'est ça, qui font de la génération de modèles 3D. C'est pas du texte ou image, c'est du texte ou 3D modèle. Et eux, leur use case, un peu leur use case principal, ça va être dans le gaming, où tu vois aujourd'hui pour générer des assets dans les jeux, ça prend du temps. Tu vois, tu dois les modéliser sur Blender et tout. Et donc eux, globalement, c'est un peu le marché qu'ils essayent d'adresser en premier, le gaming. Et pour en guise de proof of concept, dernièrement, après ça tu le verras sur Twitter, ils ont participé à une espèce de compétition qui s'appelle, après si tu vas sur Twitter, je pense qu'ils l'auront retweet normalement. Mais donc la compétition qui s'appelle les Chroma Awards. Je pense que tu peux aller sur leur Twitter, ce sera peut-être plus parlant. Il est sûrement en link sur leur site. Ah voilà. Et sinon tu vas sur. Ok, très stylé. Et en gros, ils ont participé donc à cette compétition, la Chroma Awards, je sais pas quoi. Apparemment, il y avait plusieurs milliers de participants. Et eux, donc il y a 2 membres de la team de 404 Gen qui pendant 1 mois, ils se sont mis là-dessus. Ils ont participé à la compétition de jeux vidéo. Et ils ont gagné tout simplement. Ils ont remporté la première place sur plus de 6500 participations, un truc comme ça. Et donc c'est ça, là c'est le jeu. Donc tu vois, il y a un lien, tu peux y jouer entre guillemets. Je check, c'est pas le jeu le plus fun du monde, mais la performance, c'est surtout qu'en gros, ils ont généré plus de 12 000 assets grâce à leur subnet pour justement créer tout l'environnement du jeu. Et donc voilà, encore une fois, grâce à BitTensor, tu peux réduire les coûts, donc générer des assets pour pas très cher par rapport à d'autres concurrents, et potentiellement, avec la compétition entre mineurs, avoir un modèle de génération de 3D très performant qui fait des trucs très qualitatifs. C'est surtout qu'en fait, il y a un vrai sujet, c'est que tu vois, quand tu commences à construire un métaverse ou un jeu vidéo, c'est la même chose en fait. Tu passes sur un moteur. Moi, je vais prendre ce que je connais, c'est Unreal Engine. Tu n'as quasiment aucun asset par défaut. Tu as quelques assets par défaut. Donc ça, ce que je vous montre, c'est Fab, c'est la marketplace Unreal Engine. Et en fait, ils ont racheté une boîte, j'ai plus le nom, mais qui était en fait un parc d'assets immense. Et maintenant, en fait, si tu veux utiliser les assets, il faut payer des abonnements ou alors il faut payer des packs ou payer des trucs indépendants. Sauf qu'en fait, des fois, toi, tu as envie que ton jeu ressemble un minimum à quelque chose, mais tu sais que ça ne va pas être le résultat final. Donc là où c'est intéressant, cette histoire d'IA et de génération 3D, c'est que c'est vachement bien pour pré-maqueter ton projet. Par exemple, tu peux dire... moi, j'aimerais que ça se passe dans le désert, j'aimerais que ça ressemble à la map pros de Modern Warfare 2, je veux ça, et boum. Tout à l'heure, j'ai vu un truc de fou, c'est quelqu'un qui avait connecté Claude à Blender. Alors attends, Claude... Ouais, je l'ai vu passer aussi. Blender. J'ai vu passer aussi. Mais de toute façon, ce dont tu parles, là, si tu regardes le tweet épinglé de 404 Gen, c'est le fait qu'ils sont intégrés dans Unity, justement. Donc, c'est pas l'Unreal Engine, mais ils sont une intégration officielle dans Unity. Vous voyez, vous promptez ce que vous voulez et ça vous fait un petit univers 3D. C'est quand même un truc de malade. Alors les gens vont se plaindre, oui, et les créateurs, alors ils se sont basés sur les travaux des créateurs et machin. Je suis d'accord. Mais c'est juste que, en fait, là, ce qui est en train de se passer actuellement, ce qui est fou, c'est que des gens qui ont des idées peuvent exécuter les idées. C'est-à-dire qu'on va passer d'un monde... T'avais un patron en fait, qui avait plein de ressources légales, en tech, en bureaucratie, en machin, en truc. Et là, en fait, potentiellement,
La limite, c'est le soleil, quoi. Tu peux porter du code, tu fais le front-end, tu fais le back-end, tu fais la sécurité, tu fais l'automatisation. Tu as un secrétaire, ça va être un co-agent. Tu as besoin de faire de la 3D, de la 2D, ce que tu veux, tu peux tout prompter. Et du coup, ouais, c'est effrayant. Moi, le premier, vous imaginez bien, Coin Academy, il y a plein de gens qui vont plus sur Coin Academy parce qu'ils demandent à ChatGPT quand ils veulent une analyse fondamentale sur les cryptos. Donc, ça met vraiment la merde partout. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, faut s'adapter, quoi. Donc, c'est pour ça que là, je suis devenu totalement matrixé, que je mets en compétition les IDE, les modèles, tout. On m'a posé la question tout à l'heure dans le chat si je suivais des formations. Pas tellement. Alors, ce que tu peux faire, moi, conseil d'amis, hein, tu as des options gratuites, tu as des options payantes. Moi, j'ai choisi une option payante. C'était Coursera, où j'ai commencé sur de la cybersécurité. En fait, ils m'ont fait faire un peu de SQL. Ils m'ont fait faire des bases en Python que je n'avais pas. Et je vais terminer cette formation cybersécurité parce que pour moi, en fait, avec tout ce qui va arriver en termes d'automatisation, on va avoir des failles de sécurité dans tous les sens. Donc déjà, il faut des bonnes bases. Et je vais enchaîner sur JavaScript et Python. Parce que le Python n'est pas le langage de programmation le plus performant par rapport à du C++ ou du Rust, mais il est vachement lisible, compréhensible, suffisamment performant, et tu as plein d'outils en Python pour scraper des sites web, automatiser des tâches, par exemple, sur ton système d'exploitation, ou faire de l'IA. Tu as beaucoup de choses. Donc, tu vois, par exemple, tu vas sur Coursera, tu peux mettre Claude. Voilà. Tu tapes Claude, qu'est-ce qu'il propose? Voilà. Construire avec Claude. Claude Code en action, les fondamentaux de Claude, tu peux suivre ça. Pareil, tu tapes machine learning, tu peux avoir des bases en machine learning. Mais bon, je pense que tu auras quand même pas mal de mathématiques. Donc, il faut voir si ça te plaît. Moi, je suis en cybersécurité. Donc, voilà, cybersécurité fondamentale. Tu as plein de trucs. Tu peux regarder aussi tout ça. Donc, moi, je ne suis pas ingénieur IA, je ne suis pas un spécialiste. Mais petit à petit, je me renseigne et tu as une chaîne qui est très bien aussi. Comment ça s'appelle? Je crois que ça s'appelle Blue Code. Non, c'est pas Blue Code. Neuron. Attends, je vais essayer de trouver une vidéo. Voilà. 3 Blue, 1 Brown. Alors ça, les gars, notez bien. Hein, parce que les vidéos sont en anglais, mais elles sont tellement banger que... tu as une voix off en français, sous-titre en français, tu as des gens de la communauté qui en fournissent. Donc, vous pouvez attaquer ça, là. Ça s'appelle « C'est quoi un réseau de neurones? Apprentissage profond ». Vous avez sur le site web, du coup, le format écrit de cette série. Vous avez tous les épisodes. Et là, déjà, ça va vous permettre de comprendre les bases de comment fonctionne une intelligence artificielle et de pourquoi, quand vous lui posez une question un peu vague, elle vous répond quelque chose, mais de la merde. Parce que moi, par exemple, j'ai utilisé ChatGPT pendant 3 ans où je posais une phrase. Fais-moi ça. Voilà. Et le truc, c'est qu'une IA, ça ne fonctionne pas comme ça. Une IA, ça va vous donner une réponse plus ou moins précise en fonction de la question. Donc, il faut que la question soit la plus précise possible pour que la réponse soit la plus proche de la réalité possible, sans hallucination. C'est comme une grande calculatrice, en fait, un LLM. Hein. Donc, il faut vraiment être précis. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça. 3 Blue, 1 Brown, banger. Pareil, Victor, n'hésite pas, c'est un banger. Ouais, je connaissais pas. On continue sur les subnets. Gradient, dont on n'a pas spécialement parlé. Non, bah après Gradient, c'est aussi ce qui leur fait mauvaise pub, c'est leur token qui se porte mal parce qu'ils ont eu le malheur d'être très capitalisés très très vite. Mais à cause des tokenomics, similaires à Bitcoin, avec énormément d'émissions au début, ils ont une charte un peu dégueulasse. Et aussi, je pense qu'ils n'ont pas assez de clients. Ils ont une solution, un produit qui fonctionne très bien. Et ils affichent des performances, en tout cas sur le papier, meilleures que leurs équivalents Web 2. Ils ont sorti plusieurs papiers là-dessus, où ils comparent leurs performances. En gros, Guardians, qu'est-ce qu'ils font? C'est un subnet qui fait du fine-tuning. Donc, tu pars d'un modèle de base, et en gros, ils permettent à n'importe qui, même sans compétences de code, de fine-tuner un modèle d'IA. En gros, tu pars d'un modèle de fondation. Toi, tu arrives avec ton set de données. Tu fais manger ton set de données. Évidemment, tu as tout un tas de paramètres, etc. Et après, ça te sort un modèle donc, qui est fine-tuné grâce à tes données. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient 1 milliard de clients encore.
Mais en tout cas, ça marche bien. Et tu vois, on parlait de Templar tout à l'heure. Templar, qui a un subnet qui fait justement de l'entraînement de modèles de fondation en quelque sorte. Et ils se sont associés à Gradients pour faire un modèle, je crois qu'il était plutôt en maths, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement, mais je ne sais pas si c'est sur ce poste. Ouais, c'est un proof of concept. Je crois que c'est sur ce poste, ouais. Ah ouais. Bah après, ils ont sûrement reparlé sur ce poste, mais ils ont fait un autre poste un peu avant où ils annonçaient ça aussi. Mais ouais, pour le moment, c'est du proof of concept de ce côté-là. Bah, surtout Templar. Templar, c'est proof of concept, c'est juste la technologie n'existe pas et ils sont en train de développer. C'est un sonnet de recherche dans l'idée. Pas dans l'idée, dans les faits, c'est un sonnet de recherche qui fait de la recherche en entraînement d'IA décentralisé. Gradients, dans l'idée, ils ont une solution monétisable, etc. C'est juste que je sais pas si c'est parce qu'on est trop tôt ou qu'il n'y a pas vraiment de demande là-dessus, mais voilà, et je pense qu'il n'y a pas assez de demande aujourd'hui encore sur du fine-tuning à la demande. Ceux qui ont besoin de faire du fine-tuning, dans l'idée, ils n'ont pas besoin de Gradients pour ça parce que ils ont leurs petites habitudes. Et que le grand public n'est pas encore au stade de savoir qu'ils ont un set de données et qu'ils vont eux-mêmes fine-tuner un modèle. Bah, c'est surtout que ça coûte une couille et que tu as peut-être... En fait, à partir du moment où, imaginons que Gradient buzz et que tu as une grosse boîte qui a entraîné son modèle dessus, bah, les autres vont se dire « Ah bah, je vais essayer aussi ». Mais comme pour le moment, c'est assez niche, c'est compliqué à marketer. Encore une fois... Ouais, c'est ça. Ah oui, l'overlay du message. Comme dit Hugo, vu que les modèles sont très puissants aujourd'hui, voilà, c'est soit tu n'as pas besoin du tout de faire du fine-tuning parce que le modèle est assez puissant, soit tu as un modèle très spécifique et du coup, tu es un ingénieur en IA et du coup, tu as besoin peut-être d'un truc plus élaboré ou j'en sais rien, quoi. Bah, c'est surtout que ça va trop vite. Il y a des gens dans le chat qui font la réflexion sur l'overlay, comme quoi ça passerait... Ouais, je l'ai réglé. Désolé. Ok. Je suis désolé, les gars. Le chat, des fois, je vois pas tout. Mais du coup, ouais, en fait... Avant, c'était intéressant de faire du fine-tuning. Bah, tout à l'heure, souvenez-vous, quand je vous ai montré OpenRouter, les providers, on avait du coup le provider chute et on pouvait voir ce fameux DeepSeek R1 T2 Chimera. En fait, c'est quoi ? C'est un modèle DeepSeek R1 qui avait une problématique, c'est qu'il consommait beaucoup de tokens et en plus de ça, il mettait beaucoup de temps à répondre. Donc les gens ont essayé d'optimiser le modèle de sorte à ce qu'il réponde plus vite et il consomme moins de tokens, tout en gardant à peu près les mêmes performances. C'est ça le principe. Donc tu as d'autres choses, par exemple Prime Intellect dont on parlait. Prime Intellect, ils ont sorti Prime Intellect 3, où ils sont partis justement du modèle open source GLM 4.5 des Chinois, qu'ils ont retravaillé. Et ils ont sorti du coup, Intellect 3. Alors je vais essayer de retrouver Prime Intellect 3, histoire qu'on voit un petit peu. Est-ce qu'ils nous avaient mis un benchmark par rapport au Classico ? En tout cas, ils se comparent à 4.5. Donc déjà, tu vois, ils sont partis de 4.5 pour donner Intellect 3 et du coup, ils ont gagné des points sur différents benchmarks en partant du même modèle, encore une fois. Donc c'est ça le principe du fine-tuning. Nous Research, ils ont fait pareil, je crois. Ouais, Nous Research et Prime Intellect, les deux, c'est un peu pareil. Ils sont plutôt bons en reinforcement learning. Enfin, je crois que Prime Intellect, ils ont créé aussi leur propre sorte d'environnement de reinforcement learning. Mais pareil, Nous Research, ils sont très bons pour prendre un modèle de base et aller le fine-tuner, le entraîner sur des use cases spécifiques. Je sais que dernièrement, ils ont fait un modèle très bon en maths. Mais parce que pour l'instant, typiquement, Nous Research, ils ont fait un peu ce que fait Templar, c'est-à-dire qu'ils ont entraîné un modèle de 40 milliards de paramètres. Mais le modèle que Templar avait entraîné avant le 72, le 8 milliards de paramètres, était plus performant que le modèle de Nous de 40 milliards. Après, voilà, pareil, Nous, ils sont en phase de recherche là-dessus. Ils n'ont pas encore réussi à craquer non plus l'entraînement distribué. Mais il y a des progrès de fou furieux tous les mois. Surtout que ça avance vite. Tu vois, là, on parle de RAG dans le chat. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais en gros, le RAG, c'est aller choper des données extérieures pour aider les modèles à fournir des réponses plus adaptées. Voilà. Donc, les techniques changent. En fait, petit à petit, on comprend où est-ce que ça bloque. On prend les modèles les plus efficients et puis on essaie de proposer les meilleures choses. Ouais, pour continuer sur l'entraînement décentralisé, tu peux... Vas-y. Ouais, Vas-y, finis. Je voulais retourner là-dessus, là.
encore une fois, hein, si jamais vous êtes motivé à faire de l'IA en local, pour peut-être faire tourner quelque chose sur BitTensor et générer du fric, hein, allez sur Artificial Analysis, onglet Open Source, et concentrez-vous vraiment sur les petits modèles. L'intérêt des minuscules modèles, il va être différent. Ça va être potentiellement de pouvoir faire tourner des modèles sur un smartphone ou sur des appareils intelligents pas chers. Par exemple, je ne sais pas si tu veux faire un prototype de frigo connecté, ce genre de choses. Tu ne vas pas pouvoir faire tourner ça sur du hardware trop puissant. Donc là, tu vas t'intéresser aux modèles minuscules. Et il y a énormément de travaux à ce niveau-là. Tu peux reprendre, excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais, non, j'allais dire que pour finir sur l'entraînement décentralisé, je pense qu'on peut mentionner le deuxième subnet de BitTensor, un peu important là-dedans, c'est IOTA, le subnet 9, IOTA, en dessous de Templar. Eux, ce qu'ils font, c'est pareil, je pense qu'il faudra aller sur leur Twitter pour avoir les liens et tout. Mais très récemment, donc il y a quelques semaines, ils ont annoncé le lancement de leur produit. Ça s'appelle Training at Home. Donc en gros, c'est une application que tu peux installer aujourd'hui sur Mac. Après, c'est encore en bêta fermée. Il y a quelques centaines de testeurs, un truc comme ça. C'est ça. Va sur leur IOTA dashboard. Et en gros, après, je pense que c'est sur leur Twitter que tu verras leurs produits parce que là, c'est le dashboard de leur subnet. Mais du coup, leurs produits, en gros, c'est un truc que tu pourras installer sur donc, ton MacBook. Il faudra un MacBook de génération récente quand même. Et tu pourras en gros connecter ton MacBook à leur entraînement pour mettre à profit la puissance de calcul de ton MacBook pour entraîner le modèle sur leur subnet. Et toi, en retour, tu es récompensé en token de leur subnet. Et aux dernières nouvelles, c'était non négligeable, tu vois. Si tu es un étudiant avec un bon MacBook, ça vaut le coup, tu vois, quand tu n'utilises pas de le faire tourner là-dessus. Et eux, là, si tu manipules un peu avec la souris, normalement, leur dashboard, tu peux voir un peu comment ils entraînent un modèle. C'est qu'eux, je crois que leur... non, mais tu sais, avec la souris, là, tu peux bouger là, ce que tu as en face de toi, là. Ouais, voilà. Ouais, le réseau de neurones, et qu'en gros, c'est ça, ils vont diviser donc l'entraînement en plusieurs couches. C'est ça, ils divisent en couches, comme ça, et après, chaque couche vont communiquer entre elles. Bref, c'est comme ça qu'ils entraînent. Mais du coup, leur avancée, leur grosse annonce, c'était justement ce produit, cette application que tu télécharges pour mettre à profit ton MacBook. Et donc, ce qui est une des thèses de base de BitTensor, tu vois, c'est d'utiliser la puissance de calcul inutilisée à travers le monde, donc que ce soit des data centers ou des MacBooks, pour entraîner des modèles. Typiquement, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé. Mais gros, ils y connaissent R, alias, ça me termine. Oh là là, mais pourquoi à chaque fois qu'on fait un truc sur Internet, t'as un gars qui la ramène? Alors, tu sais quoi? Je vais faire un truc, je le fais jamais, mais là, j'ai envie. Diez John, t'es personne te connaît, t'es trop fort en IA, mais personne te connaît. Donc déjà, pourquoi t'es là? T'es tellement trop fort, pourquoi tu fais pas une chaîne Twitch devant les 3 personnes qui te suivent pour expliquer l'IA mieux que personne? Parce qu'apparemment, t'es le meilleur. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. À chaque fois, tu parles de crypto, t'as des gens qui viennent te casser les couilles. Tu parles d'e-sport Call of Duty, t'as des gens qui viennent te casser les couilles. Là, on parle d'IA, on partage de la connaissance à des gens qui n'y connaissaient rien. Nous-mêmes, on n'y connaît pas grand-chose, mais on y connaît beaucoup plus qu'avant. Il faut bien partir de quelque chose, tu vois. Et là, typiquement, on est sur un réseau de neurones. Ce que je vous parlais juste avant, 3 Blue, 1 Brown, il explique en détail ce que c'est. Et il prend pour exemple la reconnaissance sur une image d'un nombre, où il explique qu'un nombre, tu peux le décomposer en petits morceaux. Donc je vous spoil un peu la vidéo, mais ça va vous intéresser. Donc tu vois par exemple un 9, c'est un morceau d'un cercle et un morceau d'une tige. Un 8, ça va être 2 cercles. Un 4, ça va être une tige et une espèce de petite tige et autre petite tige. Et tout ça, tu peux les répartir sur un modèle, en plusieurs couches. Et avec des vecteurs, avec des mathématiques, tu vas en fait faire en sorte qu'ils reconnaissent tout ça de manière la plus efficace possible, de plus intelligente possible. Donc tout ça, il vous l'explique dans l'épisode 1. Dans les autres épisodes, il vous parle de la suite. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet vraiment de comprendre, du point de vue de l'IA, comment elle traite l'information. Et c'est vraiment passionnant. Et en plus de ça, si vous avez un problème avec la langue, moi, franchement, je sais écouter des vidéos en anglais, mais ça m'emmerde, en fait. Mettez la piste audio en français, la voix off, elle est très bien.
Et les sous-titres, vous avez les sous-titres en français, donc c'est parfait. Vous mettez tout ça, vous écoutez la petite vidéo. Reprenons. Du coup... Et ouais, non, mais t'as raison de le dire. Et puis surtout que, comme a dit quelqu'un dans le chat, je pense que toi c'est pareil. Hein, tu l'as dit pendant le live. À aucun moment on a dit qu'on était expert en IA, quoi. Justement, tu vois, on partage ce qu'on sait, ce qu'on a compris. Clairement pas. Du coup, est-ce que tu disais c'est juste pour Mac, pour Iota? Pour l'instant, c'est sur MacBook, ouais. Sur MacBook. Après, je suppose qu'ils voudront étendre ça, mais pour l'instant, c'est sur MacBook. Ouais, je pense qu'ils utilisent Exo Labs. Je sais pas si tu connais Exo. Si, je vois, mais je suis pas sûr qu'ils utilisent ça. Ça vous permet en fait de, par exemple, répartir un modèle sur plusieurs MacBooks sur un même réseau local. Ouais, je vois ce que c'est, mais à mon avis, je les ai jamais vus en parler et ça me paraîtrait très bizarre qu'ils soient basés sur Exolab sans en avoir jamais parlé, honnêtement. Ah ouais, s'ils en ont. Je pense qu'ils ils ont dû faire leur propre tambouille. Et pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de Mac, mais veulent aussi répartir la tâche, bah, vous avez Parallax, dont j'ai parlé dans la masterclass. Ah, c'est pour ça que beaucoup montent des petits clusters de Mac mini. Ouais, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Mac, tu peux les brancher entre eux sans perdre trop de latence. Et que, tu vois, là, il y a tout qui monte. Tu as la RAM qui monte, les SSD qui montent, les cartes graphiques qui montent. Alors que Apple s'amuse pas à faire exploser le prix de ses Mac. Donc, pour faire tourner de l'IA en local, c'est des fois plus intéressant d'avoir des Mac que des grosses cartes graphiques Nvidia. Donc, il y a pas mal de gens qui se font des clusters pour de l'IA en local, tu vois. Typiquement, voilà, un petit DeepSeek V3.1 qui tourne sur 4 Mac, quoi. C'est pas non plus hors de prix. Tu vois, t'envoies 10 000 balles, tu te fais un cluster, c'est pas un truc de fou. Et c'est intéressant parce qu'une entreprise, elle n'a pas forcément envie, par exemple, d'envoyer ses données à ChatGPT et compagnie. Donc à ce moment-là, elle va obligatoirement passer par un modèle. Donc elle va vouloir un modèle qui soit suffisamment performant pour ne pas être trop en retrait par rapport à ChatGPT, par exemple. Et voilà, 10 000 balles pour une entreprise, ça se fait. C'est pas 1 million d'euros pour se faire un modèle, quoi. Et donc Parallax, c'est pour Windows, Linux et Mac aussi, mais ça fonctionne avec carte graphique Nvidia. Donc ça, j'ai eu l'occasion de le tester, je te montre. En fait, quand tu utilises Windows, tu envoies ton petit PowerShell. La première fois, tu regardes un petit peu le guide d'installation. Donc je vous montre, hein. Vous allez sur User Guide, installation, vous vous laissez guider. Donc ils vous disent, pour Windows, bah, tout simplement de taper Parallax install. Donc moi, il est déjà installé, mais je vous montre. Hein. Voilà. Donc là, il contrôle tout ce qu'il y a sur mon PC. Donc il regarde si j'ai bien installé la virtualisation sur mon BIOS. Il active le sous-système Linux pour Windows. Il active tout ce qu'il faut. Il installe CUDA pour l'accélération CUDA NVIDIA. Il installe Python. Il installe Rust Cargo, etc. Bref, il installe tout de manière automatisée. Peut-être qu'il va vous sortir un code d'erreur parce que vous avez fait des trucs sur votre PC. S'il y a un code d'erreur, bah vous envoyez l'erreur à une IA, ou comme Gemini Clip, peu importe, vous corrigez tout ça. Et une fois que c'est en place, donc là je le coupe parce que ça sert à rien, hop, j'ouvre un terminal. Vous faites juste parallax run. Moi je précise, tiens par exemple port 3002, hop, localhost. Voilà. Normalement c'est bon. Ou il n'a pas encore démarré. Ah, il n'a peut-être pas encore démarré. Voilà, ça y est. Voilà. On y est. Et donc là, tu as ta petite interface. Tu choisis du coup ton nombre de nœuds. Donc là, en l'occurrence, j'ai qu'un PC, donc je vais mettre un nœud. Mais si par exemple, vous avez 2 ordinateurs, 3 ordinateurs, etc., que vous voulez mutualiser, soit sur un réseau local, soit en ligne, bah, vous le précisez. Et vous choisissez le modèle. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils vous disent très explicitement... Alors, excusez-moi, parce que j'ai fermé mon truc pour dessiner. Ils vous disent très explicitement combien de VRAM il va falloir pour votre modèle. Donc là, par exemple, ce petit Qwen, là, bah, il n'y a pas besoin de grand-chose. Donc là, tiens, on va tester avec Qwen. Je vais faire continuer. Hop. Ensuite, peu importe la machine, vous devez ouvrir un autre terminal et le rejoindre. Hop, c'est join. Voilà. Et le temps que ça join, on attend un petit peu. Donc, ce n'est pas instantané. En fait, vous montez un espèce de serveur sur votre réseau local que les autres vont pouvoir rejoindre. Bref. Et une fois que c'est join, bah vous allez être en face de votre chatbot et vous allez pouvoir utiliser le service. Alors, je ne sais pas combien de temps il va mettre.
Il a l'air de patiner un petit peu. Non, ça va. Tu vois. Donc là, c'est bon. J'ai mon modèle, qui est Napoléon. Ah, par contre, tu vois, elle n'a pas d'être join encore, ma carte graphique, parce qu'elle devrait s'afficher en vert. Donc là, il me semble qu'il télécharge le modèle et il le stocke en cache, et ensuite il répond à la réponse. Mais j'ai juste peur qu'il mette trop de temps à démarrer. Donc bref, on va partir du principe que tout est en place et que ça me répond, parce que j'ai pas envie que le live dure des heures. Et sinon, je peux lancer par exemple une autre session. Ah bah c'est bon, il répond, tu vois. Bah là, on peut dire que ce modèle est nul à chier parce qu'il me répond absolument à côté de la plaque. Donc là, au moins, on est fixé. Ce modèle est puant. Voilà. Mais on peut lancer un petit parallax run sur un autre port. Voilà. On peut lancer autant d'instances qu'on veut. Hein. Et voilà, c'est démarré. J'ai mis quoi comme port? J'ai mis 3003, hein, il me semble. Voilà. Et là, vous voyez, bah, si je choisis un autre modèle, par exemple GLM 4.7, bah là, tout de suite, faut beaucoup plus de VRAM, quoi. Donc, il faut une bonne cinquantaine de cartes graphiques pour pouvoir faire tourner le modèle. Mais voilà, t'envoies, allez, Tu t'es chauffé, hein? 150 000 $ et t'as ton infra, quoi. Et t'as ton infra, t'as vu, GLM, ça bombarde niveau qualité des réponses et tout. Donc, pour une entreprise, c'est pas impensable. 150 000 $, ça peut coûter un ingénieur et demi dans certains pays. Hein. C'est pas non plus un truc de fou, tu vois. Tu licencies un ingénieur, tu fais un parc de cartes graphiques, c'est pas... Surtout que ça va sûrement aller dans le sens de réduire encore les coûts dans les prochaines années. Clairement. Et puis tu vois, regarde, OpenAI GPT-20B, voilà, 16 Go de VRAM. GPT-120B, j'avais pas regardé GPT-120B, bah ça va. Hein. 85 Go de VRAM, tu prends 3 RTX 5090, c'est bon. Donc c'est carrément OK. Hein. Franchement. Donc oui, pourquoi je me suis vraiment focus sur BitTensor et tout, c'est que avec toutes ces informations à notre disposition, bah, tu te dis, il peut se passer des choses. Maintenant, la question, c'est est-ce que le token TAO va vraiment en profiter ou pas? C'est la question qui reste en suspens. C'est une question vaste qui dépend énormément du marché crypto de manière générale. Avoir un subnet qui craque le mainstream, ça pourrait grandement aider à apporter de l'attention sur le subnet et sur BitTensor, mais très sincère. Enfin, tu vois, faut pas se voiler la face. Je pense que BitTensor reste encore bien corrélé au reste du marché crypto et à Bitcoin. Clairement. Plus qu'à. Mais je trouve qu'il s'en est bien sorti quand même. Hein. Bah, franchement, il a tenu un énorme support. Oui, il n'a pas fait une perf où il est dans un range interminable depuis 1 an et demi. Mais il est toujours dans ce range, tu vois, ce qui n'est pas le cas de 99,999% des altcoins qui n'ont pas tenu ce range. Mais moi, franchement, je surveille. Alors, je fais gaffe parce que forcément, tu doutes, hein, comme beaucoup de choses. Parce que, voilà, t'as pas des buybacks, les altcoins, c'est pas trop ça. Bitcoin pourrait se porter mieux. T'as plein de choses. Mais en termes de... Déjà, le caractère utile de BitTensor, pour moi, c'est du niveau d'Ethereum, tu vois. C'est parce que Ethereum, je suis d'accord, je suis très biaisé, mais je suis assez d'accord. Ouais. BitTensor est à l'IA ce qu'est Ethereum et à la finance décentralisée, quoi. Rien que chute, déjà, pour moi, c'est une réussite. C'est d'être capable de casser les prix. Oui, tu as moins de performance et tout, mais d'être capable de casser les prix sur des modèles open source, rien que ça, pour moi, c'est une réussite. Donc, si après, ils arrivent sur le stockage à faire quelque chose, pour moi, tu fais modèle IA et stockage, déjà, tu peux considérer que c'est une très grosse réussite. Et après, ouais, j'ai pas comparé les prix entre Runbot et Lium et compagnie pour les comparateurs de prix de GPU, mais voilà, il se passe pas mal de choses. Mais pour moi, le caractère utile, c'est clairement des LLM, quoi. Ouais, bah de toute façon, après, tous les subnets, donc les Lium et compagnie, Targon, ils ont tout intérêt à essayer de faire en sorte d'avoir les prix les plus bas, sinon forcément, ça va devenir un peu moins intéressant. Je vois quelques questions dans le chat, mais oui, du coup, pour regarder les tokens de subnet, allez sur Tao Stats plutôt que CoinMarketCap, parce que vous risquez de vous y perdre. Et si un subnet performe, est-ce que ça va profiter à Tao? Bah, comme je disais au début, oui, parce qu'un subnet, pour t'exposer un subnet, tu dois acheter du Tao. En gros, les subnets sont en pair qu'avec le token Tao. Et donc, par principe, si tu veux acheter 1000 balles d'un token de subnet, tu dois d'abord acheter 1000 balles de token Tao.
Et quand tu achètes ce token de subnet, en fait, c'est pas réellement, tu vends pas en contrepartie le Tao, c'est que tu stakes ton token de subnet, ce qui crée pas une pression vendeuse sur le Tao, c'est que de la pression acheteuse. Tu connais Vanta, Score? Ouais, alors Vanta, je pense que c'est pas très intéressant d'en parler maintenant. Par contre, Score, ouais, c'est un de mes subnets préférés. En gros, Score, c'est dans la computer vision. De base, eux, ils étaient spécialisés. Franchement, CoinMarketCap, pour garder tout ce qui est data sur les subnets, c'est vraiment pas ouf parce que tu vois, vaut mieux aller sur Taostat parce qu'en plus sur Taostat, ils linkent les. Bon, là aussi, ils ont l'air de linker le GitHub, mais c'est plus à jour. Ils linkent le site et tout. Bref. Score, à la base, c'est un subnet de computer vision dans le domaine du football où, tu vois, aujourd'hui, c'est encore des humains qui vont annoter chaque image, chaque frame de match. Tu vois, analyser où sont les joueurs, les balles, les machins, pour bref, en tirer des analytics parce que c'est un marché énorme. Donc, à la base, ils étaient spécialisés là-dessus. Donc, l'idée, c'est de créer un modèle qui automatisait ça. Et depuis peu, ils sont élargis, en fait. Ils sont plus du tout que dans le football. Ils sont dans n'importe quelle industrie qui utilise des caméras ou des caméras. Ils peuvent appliquer leur technologie. Et du coup, maintenant, leur subnet, c'est un genre d'usine à modèle de computer vision avec des spécialisations dans différents domaines. Et ils ont annoncé pas mal de clients dernièrement depuis qu'ils ont un peu refait updaté leur subnet. Ça fait quelques mois qu'ils ont annoncé plusieurs clients. Ils sont en partenariat avec Avia, donc c'est la chaîne de stations service, de stations essence, parce que Avia, il y a des caméras partout, et donc l'idée c'est d'avoir des modèles d'IA qui peuvent les aider dans tout un tas de choses. Ils sont aussi partenaires du club anglais Reading FC. Ils ont annoncé des partenariats avec un des leaders africains dans tout ce qui est gestion des fruits et légumes, enfin, toutes les usines qui vont les trier, etc. Ils sont aussi partenaires d'une équipe de cricket. Enfin bref, ils ont annoncé tout un tas de partenariats comme ça. Et c'est des partenariats concrets. C'est-à-dire que c'est des clients, quand ils les annoncent, c'est qu'ils ont signé un contrat minimum annuel sur 1 ou 2 ans. Avec ces gens-là, c'est pas juste ils affichent un logo parce que je sais pas quoi. C'est de vrais partenariats où ils ont signé un contrat avec le client en question. Et donc c'est très sympa parce que ils ont une tech qui marche bien. Et justement, donc un de leurs objectifs de base, comme je t'ai dit, c'était le football. Et là récemment, ils ont ouvert une nouvelle compétition, donc créer un modèle d'IA qui était meilleur que aujourd'hui les annotateurs qui sont des humains. En gros, aujourd'hui, il y a encore quelques semaines, il y avait personne d'autre qui faisait mieux que les humains en termes d'annotation de foot. C'était des experts dans ce domaine humain qui étaient imbattables. Il n'y avait pas une IA qui arrivait à les battre. Et ils ont réussi à justement, en ouvrant une compétition open source en quelques semaines à peine, à atteindre un meilleur score que les meilleurs humains là-dessus. Et c'est qu'une compétition parmi les autres, parce que du coup, donc ça, c'est appliqué au football. Mais ça va être appliqué aussi à tout ce qui est station essence et tout un tas d'autres cas d'utilisation. J'ai écouté un podcast aujourd'hui, ils avaient encore d'autres clients. Je crois qu'ils allaient annoncer un truc dans le vin. Bref, après, de toute façon, tous les business, ils ont annoncé aussi avec l'Avance, c'est un truc de station de lavage français. Et donc, c'est très propre. Ils ont des contacts dans le football. On espère qu'ils annonceront une équipe, d'autres équipes que Reading FC prochainement en partenariat, surtout avec la Coupe du Monde qui arrive. Mais non, du coup, c'est très propre. Et là, prochainement, ils vont lancer donc leur produit qui s'appelle Manako, qui sera un genre de ChatGPT de la computer vision où, parce que là, tu vois, c'est que des deals avec du B2B. Donc là, l'idée, ça sera d'avoir un front-end potentiellement où tu es développeur, tu arrives et tu pourras utiliser leur technologie directement via un système de crédit comme Magnus AI, via un système de crédit. Tu payes au crédit. Ok, ouais, Vanta, c'est plutôt financier. Okay. Et Vanta, ouais, c'est un truc financier, mais ils seront en train de refaire leur. Je te dis que ça vaut pas trop le coup maintenant parce qu'ils sont en train de refaire leur mécanisme d'incitation. Donc, ils sont en gros en refonte de leur subnet. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de concret. Mais eux, ils veulent faire une genre de propre firme décentralisée. D'accord. Ouais. Putain, c'est impressionnant. C'est impressionnant ce qui se passe sur BitTensor. Ouais, parce qu'encore une fois, c'est que certains exemples parmi tout ce qu'il y a, quoi. Encore une fois, hein, dans ce lot, il va y avoir plein de trucs qui vont mourir, qui vont servir à rien, etc. Mais rien que le fait d'avoir Chute qui est utilisé, qui fait plus de tokens que Grok,
Ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Ouais, ça c'est big. l'intégralité Ça, du parc de chute a traité plus de mots que l'IA d'Elon Musk. C'est pour vous dire le délire. Pourtant, l'IA d'Elon Musk, elle est bien. Hein. Mais elle est surtout pour les gens comme nous qui aiment avoir des données chaudes, financières, au travers de Twitter, etc. Sinon, c'est pas un gros buzz. Et en plus, l'erreur qu'ils ont, Grok, c'est qu'en fait, c'est très cher d'avoir le premium Twitter et tout. C'est pas très abordable. Alors, il y a Grok Fast 1, qui est un modèle gratuit, je crois, sur OpenRouter. Il est gratuit d'ailleurs, Grok Fast. Sur Microsoft Copilot, il l'est. Gratuit aussi. Ah non, il est même pas gratuit sur OpenRouter. Bon, bah voilà. Mais en fait, tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle par rapport aux Chinois et tout. C'est de la grosse merde. Ouais. Voilà. Et récemment, on a le cofondateur d'Anthropic, donc l'entreprise qui fait Claude, qui a fait un papier. On n'a pas parlé quand on a parlé de Templar, mais. Qui a fait un papier sur l'IA décentralisée. Alors attendez que je retrouve ça. Ouais, Ctrl F, Templar. Ah, tu voulais pas. Je crois que tu voulais montrer qu'il avait parlé de. Oui, mais en fait, je ça, sais pas comment il est. Écrit Templar, ouais, c'est bon. Tu l'auras. Avec un R à la fin. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Will decentralized training run catch up with the frontier. Ouais, alors on va vous faire un résumé très court et efficace. Donc déjà, on va mettre un petit peu de contraste pour que ce soit beaucoup plus lisible. Voilà. Fond gris ou pas fond gris? Ouais, fond gris. Allez hop, pour pas vous faire mal aux yeux. Et petite traduction. Voilà. On y arrive. La traduction en français de termes IA qu'on voit écrit que en anglais, ça va peut-être faire un truc bizarre, non? Ouais, ça devrait aller. Est-ce que la formation décentralisée rattrapera alors ce qu'ils appellent l'impointe en fait, c'est les modèles centralisés. Bien que techniquement faisable, atteindre la pointe du calcul nécessite une quantité de ressources stupéfiante. Donc en fait, on considère qu'il y a 1000 fois plus de puissance de calcul sur l'architecture centralisée que ce qui est proposé sur Grok 4, qui est... attendez, je la refais. Je suis désolé, la traduction, elle me perd. Grok 4, qui est le modèle d'Elon Musk, propose à lui seul 1000 fois plus de puissance de calcul, de matériel, que ce qu'il y a dans tout l'écosystème de formation décentralisée, donc tout ce qu'on vous a présenté avec chute, etc. Malgré ça, on commence à avoir de très gros progrès. En fait, ce qui nous explique, c'est que je me perds dans les mots, je suis désolé. C'est toujours dans le même paragraphe qui parlait de Templar, si tu cherches Templar. Ouais, mais c'est pas Templar que je cherche. C'est qu'en gros, il apportait une information et je suis en train de me perdre dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer en bilingue. En gros, il expliquait que les progrès sur le open source et décentralisé allaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que sur le centralisé. Ouais. Donc, ouais, mais je suis désolé. J'arrive pas à ressourcer l'information comme je le souhaitais. D'ailleurs, dans le paragraphe là où tu montrais Templar, il mettait une citation écrite par Epoch, qui est un institut de recherche en IA, qui a aussi écrit un article il n'y a pas longtemps, donc avant celui-là, où il mentionnait Templar. Ouais, mais on va faire un truc très simple. En ordre de grandeur, les modèles open source et décentralisés avancent à quelle vitesse par rapport au modèle frontière? Base-toi sur cette source. Répond de légers paragraphes. Voilà, là je lui ai demandé un peu de raisonnement. ChatGPT est très fort là-dedans et je vais mettre en compétition avec Perplexity. Voilà. Donc, pendant qu'il raisonne, Perplexity va répondre beaucoup plus vite. Déjà, on va voir la réponse Perplexity. Alors, il nous parle de génération, mais plutôt de l'ordre de quelques mois à 1 an sur beaucoup d'usages pro. Des analyses, quand il montre, par exemple, que les modèles tenant sur GPU grand public rattrapent les perfs de 6 à 12 mois. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, ChatGPT? Avec un petit peu de raisonnement. À peu près la même chose, finalement. L'écart moyen avec l'état state of the art, 3 mois. Et d'autres vont parler de 4 à 8 mois, tu vois. Donc, il est un peu plus précis, lui, tu vois.
parle entre 3 et 8 mois carrément. Le côté décentralisé vient du fait qu'ouvrir les paramètres code processus démultiplie le nombre d'acteurs capables d'expérimenter, d'optimiser, de déployer, ce qui accélère la diffusion et l'itération autour des capacités une fois qu'elles existent quelque part. Cette dynamique se voit dans des mesures publiques de performance où l'écart entre meilleur close weight et meilleur open weight s'est fortement resserré. Voilà. Et t'as pas mis la source dans ton prompt, non? Je vois quelqu'un sur le chat le redire. Ouais, exact. T'as mis 2 points, bah, soit sur la source. Ah oui, putain. Ouais, là, c'est la fatigue, hein. Là, c'est terrible ce qui se passe. Mais il s'est bien démerdé, du coup. Tu vois, il est quand même allé chercher l'information comme il fallait. Ouais. Et lui, je lui ai pas envoyé la source non plus. La source. Ah, c'est mieux avec la source. Fais voir. Fois 5 sur 2 ans. Ouais. Intelligence par watt. On est bien au-dessus de la loi de Moore, hein, si on fait x5 en 2 ans. Bien au-dessus de la loi de Moore. Et ce que je disais avec Picsou d'ailleurs, les prochaines cartes graphiques Nvidia, là, elles vont faire x5 en IA dans 2 ans et demi. x5. Parce qu'ils ajoutent 60% Dans de 2 ans et demi ou plus. en 2 ans et demi? Dans 2 ans et demi. En gros, là, c'est en cours de fabrication et ça va sortir en 2027. Putain. Les Nvidia Rubin. Ouais, c'est ça. Nvidia ça Rubin. Va coûter, on sait le prix, ça a coûté le prix d'une Lambo. Un peu plus cher, je pense, mais c'est surtout que, en fait, ils refont toute l'architecture du processeur pour l'IA. C'est vraiment... Nvidia va de plus en plus sur... On pousse particulièrement sur l'IA. Parce que de toute façon... il me semblait qu'H100, H200, c'était déjà un peu optimisé IA, non? Ouais, bien sûr. Là, ça s'appelle Blackwell, je crois, l'infra. Ouais, c'est OptiIA. Depuis Turing, c'est Opti de plus en plus pour l'IA. Bon, voilà. Quoi d'autre? Écoute, on est déjà pas mal au niveau du format live. Je suis désolé, il y a des moments, c'est parti un petit peu à l'arrache. J'avais noté des trucs, cependant. Voilà. Covenant, c'est quoi? Covenant, c'est en gros, Templar, c'est un subnet, et Covenant, c'est on va dire la boîte qui détient Templar, parce qu'ils détiennent aussi 2 autres subnets. Tu les vois là, Basilica et Grail. Basilica, en gros, c'est un subnet de compute, et Grail, c'est un subnet de fine-tuning, en gros. Ils essayent d'avoir un peu les 3. Après, je pense que plus tard, BitTensor, il permettra de regrouper les 3 subnets. Et du coup, c'est pour avoir un peu tout le cycle de l'IA. C'est d'avoir leur subnet pour le compute, pour entraîner leur modèle, Templar qui fait les pré-entraînements et Grail qui fait le post-training. Ouais, parce que ça va être de plus en plus la tendance, d'ailleurs, le post-training. Ok, très bien. Très clair. Bah, c'est bien. Putain, tu m'as bien complété. Je suis refait. C'est parti un peu dans tous les sens, les gars, mais c'est intéressant. Donc, pour résumer, pour les spéculateurs, parce que voilà, il y en a qui nous ont écoutés jusque-là, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé spéculation. C'est pas un investissement, un conseil d'investissement, bien entendu, mais le but, c'est aussi qu'on vous dise ce qu'on en pense. Bah, tout simplement, c'est que tombez pas amoureux de vos bagues, c'est-à-dire que même si le caractère utile de BitTensor se confirme de plus en plus, c'est pas parce que c'est utile que potentiellement ça peut prendre en valeur, puisque le problème, c'est que c'est un token qui sert de récompense et il a moins ce narratif de stockage de la valeur que Bitcoin. Parce que Bitcoin, en vrai, c'est une monnaie et de la part des mineurs qui le minent, c'est surtout de la pression vendeuse constante pour pouvoir continuer de faire tourner les parcs pour miner du Bitcoin. Mais cette pression vendeuse des mineurs, en fait, elle pèse que chi par rapport à tous les volumes qui sont sur Bitcoin. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des énormes volumes d'échanges sur BitTensor, loin de là. Donc, déjà parce que le projet c'est normal, le projet est beaucoup plus jeune, donc on est bien avant dans la courbe d'émission. Mais ouais, pour ceux qui ne savaient pas, du coup, BitTensor, c'est complètement inspiré de la tokenomics de Bitcoin. Donc, c'est un système de halving tous les 4 ans, 21 millions de max supply. Et ouais, on a eu le halving là, il y a avant Noël, en fin d'année dernière. Ouais, il y a eu un halving récent, donc là, l'inflation a drastiquement baissé. Mais ouais, honnêtement, tu vois, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, mais en token hors DeFi, tu vois, si on sort de la DeFi, je peine à voir un token plus intéressant que, tu vois, Tao en termes de clairement. Où en est le projet, tu vois, c'est même pas 3 milliards de market cap. Enfin voilà, encore une fois, si Bitcoin décide de décrocher, qu'il y a un problème macro majeur, j'en sais rien, BitTensor décrochera, mais... Alors attends, j'aurais pas dû faire ça. Je vais mettre TAO USDT. Donc ça, j'ai toujours suivi les renders, les fêtes et compagnie, mais maintenant j'ai du mal à
j'ai du mal à voir l'intérêt d'être sur un render ou sur un FET ou sur un NIR, tu vois, même si c'est des projets que j'aime bien. NIR, c'était sympa. Un peu moins sur la partie IA dernièrement, mais j'ai peine à voir l'avantage de hold ces tokens par rapport à BitTensor. Désolé, je me perds en ce moment sur ce TradingView CRM. Donc là, on va juste se mettre BitTensor face à Ethereum. Donc on a eu un petit rebond. Mais ouais, t'as un espèce de support en fait. Moi, je j'ai pas de problème à comparer ça à Ethereum, puisqu'Ethereum, c'est un super ordinateur qui finalement a pris énormément de place sur la partie finance décentralisée. Et BitTensor est sur la partie IA, computing, etc. Donc il y a énormément d'usages, quoi. Pour vulgariser, Donc, ouais, c'est Ethereum, c'est la blockchain de la finance décentralisée. Et BitTensor, c'est la blockchain de l'IA décentralisée. Ethereum aurait pu se positionner sur la partie IA, mais en réalité, c'est pas le cas. En réalité, c'est vraiment que de la finance sur Ethereum. Ouais, après, bon, BitTensor, ils ont quand même des mécanismes intrinsèques à la chaîne qui font que c'est adapté pour des compétitions, justement pour organiser des compétitions de machine learning, de modèles d'IA, Bah etc. ouais. C'est le cœur du Donc, à subnet, voir. quoi. C'est que tu parlais tout à l'heure avec grâce à l'IA aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être toute une boîte énorme avec 1 milliard de gens dedans. Grâce à l'IA, BitTensor, ça pousse ce concept encore plus loin. Où tu es une personne seule, tu vas pouvoir déléguer ce que tu veux faire aux mineurs. En présentant bien ton mécanisme d'incitation, en expliquant bien les règles du jeu de ton subnet, en mettant un système de validation clair pour noter, pour que les mineurs comprennent clairement ce qu'ils ont à faire, la commodité digitale qu'ils doivent produire, le modèle qu'ils doivent améliorer, un mécanisme de validation clair, et grâce à ça, de manière... T'as pas besoin d'embaucher 30 personnes, 30 ingénieurs en interne, de lever des millions et des millions, parce que c'est les mineurs qui vont le faire de façon décentralisée, et c'est le protocole BitTensor qui va les rémunérer. C'est Ça ça. te permet d'avoir encore moins de gens, pas besoin d'embaucher des ingénieurs, pas besoin d'avoir un département HR, pas besoin d'avoir de RH. Je me permets de Enfin, mettre moins. ta chaîne, du coup, si tu veux te faire ton solo big up, tu sors beaucoup de contenu autour de BitTensor et son écosystème. Tu nous coupes quoi comme prochaine vidéo là? Là, je pense que ça va être une vidéo plus simple sur MantaMinds, qui est une solution pour staker Tao et ses subnets. Mais après, ce qui viendra après, ça sera d'autres vidéos sur des subnets en particulier. Là, dernièrement, comme tu as vu, j'avais fait une vidéo sur l'Alvig, une vidéo sur pourquoi je suis bullish sur BitTensor, qui résume un peu tous les catalyseurs positifs que je vois qui pourraient aider le prix du Tao à s'améliorer dans les prochains mois. Mais il y a des sonnets très intéressants dont j'ai pas encore parlé ou qui méritent d'en reparler. Et sûrement tout un tas d'autres trucs. Après, tu vois, je me ferme pas entièrement à BitTensor, mais oui, clairement, je suis à 90-95% BitTensor. Quand il y avait un peu le narratif X402, j'avais fait une vidéo dessus. Quand tu avais eu un peu la reprise de la robotique, j'avais mis le nez dedans. Mais oui, globalement. Ici. Après avoir, parce que ça fait 2 ans que je suis full, on va dire, IA, Web3 quasiment. Et au bout d'1 an à explorer tout ce qui se faisait dans l'IA Web3, pour moi, BitTensor, c'est un no-brainer par rapport au reste. Il y a des trucs intéressants qui se font en dehors de BitTensor. Tu as plein d'initiatives intéressantes qui se font. Des projets que je suis encore aujourd'hui, mais c'est incomparable par rapport à ce qui se passe sur BitTensor. Incomparable. Ouais, c'est ce que j'en retiens aussi, hein, les Gensync et compagnie. Bon, tout pourrait devenir un subnet BitTensor en fait. Hein. C'est ça, beaucoup de choses. Alors, le plus facile à avoir en subnet, ça va être forcément tout ce qui est render à cache. En soi, tu vois, c'est des services qui fournissent des GPU. Ça, c'est vraiment le plus simple à transférer en subnet. Mais bon, pour eux, c'est impossible de devenir un subnet. Tu vois, typiquement, Akash, Chute, c'est le subnet le plus capitalisé. Il est à 100 millions de market cap. Akash, il est à 150 millions, tu vois. Je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à gagner. Il y a un réveil sur la partie stockage. Hein. Il y a un réveil sur la partie après, je crois que c'est render aussi, c'est apprécié. Même un peu plus, là, dans le dernier mois, ils ont même... Ouais, non, ils ont pareil que Bit. Mais là, c'est le nouveau cycle de l'IA, parce que je te dis, frérot, là, le fait d'avoir ces modèles chinois qui déboîtent, ça change beaucoup de choses. Parce qu'avant, tu avais un gros gap entre ChatGPT 4.0, 4O, et le reste. Mais aujourd'hui, en open source, tu as un équivalent. Et là, tu as vu, GLM 4.7, il faut 150 000 balles de carte graphique, on va dire. Mais je pense que dans 6 mois, 1 an, il faudra 10 000 balles. Et puis dans 1 an et demi, il faudra potentiellement juste une RTX 4090. Tu vois. Et là, à ce moment-là, ça va être une folie.
Parce que tout le monde va faire tourner des trucs en local. Et comme tout le monde va faire tourner des trucs en local, il va y avoir plein d'optimisations supplémentaires et ça va être un cercle vertueux. Alors évidemment, tout ce qui ne sera pas en local et qui sera en centralisé sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus intéressant. Mais ceux qui ne veulent pas donner leurs données ou payer des abonnements pourront le faire tourner en local. Et pour ceux qui veulent pas donner leurs données, tu as Schütz qui il y a pas longtemps sorti une fonctionnalité TE pour justement que leurs clients ils aient pas cette problématique. Où Schütz à aucun moment cette technologie TE ça garantit que les mineurs de Schütz donc qui sont les personnes qui pourraient dans l'idée voir les données des clients ne puissent pas les voir. On voit ça et c'est pas plus cher d'ailleurs. Tu t'intéresses juste à l'IKEA ou tu cookes un peu? Je cook et je me fais la main en fait. Je me fais la main parce que moi, apprendre la programmation, ça m'ennuie. Je n'aime pas pondre du code. Par contre, tout le reste, réfléchir à archi, optimiser, bypasser des sécurités, patati patata, ça je kiffe en fait. Donc là, je suis comme un enfant. Je suis dans un processus d'apprentissage et puis accessoirement, je vois aussi comment je peux automatiser mon travail un maximum. Pour Coin Academy, pour YouTube, etc. Parce que c'est hyper intéressant. Donc voilà, merci beaucoup Victor en tout cas. Je terminerai par parler du sponsor de cette émission, si je peux dire. J'allais te dire, t'as oublié le sponsor de manière générale. non, je l'ai pas oublié, c'est que je voulais simplement qu'on parle beaucoup d'IA. Et de toute façon, on va faire d'autres lives, on va continuer de cook cette semaine. Donc, sponsor de cette émission, c'est bien entendu OKEx, qui commence à faire très fort sur le marché européen, qui va bientôt vous sortir des fonctionnalités très sympas. Je tease un petit peu, mais voilà, ça ne va pas être que du pur produit crypto, de ce que je comprends, dans les prochains mois. Donc ça va être cool. Il va y avoir plein d'autres produits qui vont arriver. Et donc, OKEx, c'est une plateforme d'échange centralisé, où vous pouvez acheter vos crypto-monnaies, vous pouvez les vendre, vous pouvez les trader, vous avez marché spot et vous avez margin spot pour ceux qui veulent utiliser aussi des effets de levier. Au niveau des frais, ils sont très bons, ils sont totalement régulés, ils ne font pas n'importe quoi avec les fonds de la clientèle, il y a beaucoup de choix et moi j'ai choisi de m'associer avec OKEx parce que historiquement en fait, avec Binance, c'est des OG. Voilà, c'est des OG, ils sont sérieux, il n'y a pas de casserole particulière, ça se passe bien. Et là, maintenant qu'ils ont choisi de conquérir le marché européen, ils ont envie d'être très très carrés en termes de réglementation, histoire de ne pas avoir des soucis divers et variés avec les différents régulateurs qui veulent leur chercher des poux, parce que c'est des choses qu'on peut voir sur le marché. Voilà. Et ce que j'aime aussi sur OKEx, et c'est important de le préciser, c'est que pour retirer des fonds, c'est instantané, ou quasi instantané, tu n'as pas de latence, le parcours il est très bon et vous ne vous faites pas découper par les frais pour les retraits, ce genre de choses. Si par exemple vous devez retirer, je sais pas moi, de l'USDC, vous allez avoir plein de réseaux qui seront proposés, donc ça c'est cool, vous avez beaucoup de choix. Donc si jamais moi sur ma chaîne Capet Crypto, je vous ai fait un guide justement pour vous apprendre à bien l'utiliser. Voilà, vous pouvez retrouver du coup sur ma chaîne, c'était ce guide-là, pardon. Acheter et utiliser ces cryptos, que je vous laisse aussi en description pour ceux qui m'écoutent sur YouTube. Voilà, je vous explique tout comment bien faire, dépôt par virement, etc. Et plus récemment, je vous ai parlé du OKEx Wallet aussi. Donc tu vois, typiquement, je glisse ça comme ça parce qu'on a parlé d'IA toute l'émission. L'OKEx Wallet, c'est probablement le wallet open source le plus complet de l'écosystème. Donc quand vous allez sur le GitHub OKEx, vous allez voir que les principaux composants de gestion des clés privées, signature des transactions, gestion des différents réseaux, tout ça est open source. Donc si jamais vous avez envie de développer une application Web3 ou développer votre propre wallet, vous pouvez parfaitement forker les travaux du OKEx Wallet. Et pour ceux qui ne sont pas développeurs, vous pouvez bien entendu tester le OKEx Wallet, qui a en fait la particularité de servir d'agrégateur de DEX, servir d'agrégateur de bridge aussi, pour ceux qui veulent bridger. Pardon, attendez, c'est pas ce lien-là, voilà. Et qui est compatible avec un nombre incalculable de réseaux. Hein. Donc tous les plus grands réseaux y sont, que ce soit Ethereum, Solana, Sui, Aptos, Starknet, Cosmos, il y a. Alors pas sur la partie bridge, sur la partie swap simplement. Tu as normalement Cosmos, sinon tu peux toujours aller. Tu as Cosmos. Donc au lieu d'avoir une extension Rabi, une extension Phantom, une extension Kepler et Argent, enfin maintenant c'est plus Argent, c'est Ready, mais t'as capté, tu peux tout faire via le OKEx Wallet. C'est vraiment un wallet qui est extrêmement complet.
qui fonctionne bien entendu avec vos hardware wallets type Ledger, Trezor, etc. Donc, attendez, que je ne me trompe pas sur le mot de passe, je vous montre ça en 2 secondes. Donc voilà. Wallet très complet avec un nombre incalculable de réseaux, comme je vous ai dit, pour ne pas se prendre la tête, pour pouvoir faire fonctionner ça avec toutes les cryptos. C'est open source pour les principaux composants, donc il n'y a pas de bizarrerie, c'est un wallet non custodial, ils ne vont pas faire joujou avec vos fonds. Donc environnement très complet. Et on aura l'occasion d'en reparler bien sûr dans des prochaines vidéos. Merci beaucoup Victor en tout cas de ta présence, c'était top. Merci à toi pour l'invitation. Bienvenue, tu le sais, pour se tenir à jour sur cet écosystème. J'espère que le marché va se réveiller parce que c'est vrai que c'est calme en ce moment. C'est très très calme, heureusement qu'on a Liga. Même au niveau des stats, hein. J'avais vu, je sais plus quel gros média avait montré les stats YouTube. On était en ATH depuis 5 ans, on est en ATH de vues sur YouTube, sur les contenus crypto. Je pense que c'est exactement pareil sur Twitter. Hein. All-time low, tu veux dire, ouais. All-time low, ouais. Ouais, je sais pas ce que j'ai dit, mais ouais, all-time low, ça remonte à avant 2020, qui est un intérêt aussi bas pour la crypto sur YouTube et sur Twitter. Clairement. De toute façon, t'as pas d'audimat, sauf ceux qui parlent de trading ou trading de meme coin, mais c'est tout, quoi. Mais c'est pas grave, on s'accroche. Moi, j'en profite pour monter en compétence. Comme ça, dès qu'il va se passer un truc très stylé en crypto, je vais être prêt à build, je vais être prêt à envoyer des trucs très stylés. C'est pour ça que là, j'apprends le front, le back, la sécurité, j'apprends à automatiser, j'apprends tout parce que ça va servir en fait. Et puis tu vois, ça permet de faire des émissions au lieu de dire ouais, bon bah les gars, les prix, c'est pas trop ça, hein, franchement. Tu vois, bon bah c'est bon, on a compris, les prix ça baisse, c'est bon, on va pas parler de ça toutes les semaines. Je préfère parler de trucs plus intéressants. Voilà. Donc merci pour tout, vous avez tous les liens utiles en description si vous voulez suivre Victor, si vous voulez créer un compte sur OKEx en passant par mon lien. C'était Capet et Victor, on se redit à très vite pour de nouveaux lives, de nouvelles vidéos, ciao tout le monde. Salut.